Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, une belle fête de la musique. C'était, il paraît, n'importe quoi hier, pas de distanciation, rien. Vraiment, les gens ont un petit peu gueulé, un petit peu de ce qu'ils ont vu comme image hier. On a même vu un Patrick Balkany danser comme jamais hier dans les rues de Levallois-Perret. Ce maire de Levallois-Perret, ancien maire, qui a quitté la prison, vous le savez, pour des raisons de santé, apparemment, il va plutôt bien. À en croire les images qui circulent sur les réseaux, on ne parle que de cela. Alors, aujourd'hui, un sacré plateau, les amis. Trois plateaux différents. Nous partirons dans un instant en Algérie avec Yasmina Omad qui recevra Mohamed Bouhamidi, qui est professeur de philosophie, militant syndicaliste politique, directeur de la culture et chroniqueur. À 17h, coach Mehdi, c'est un sportif de haut niveau, également un homme politique. On sera du côté du Qatar avec Anna Guézard-Bouakas et son invité. Et puis, on parlera évidemment municipal. On est dans la dernière semaine de cette campagne municipale, puisque le vote est, vous le savez, dimanche prochain. À ce titre, on recevra quelques invités cette semaine. Et pas mal d'entre eux, d'ailleurs, sont déjà passés à notre micro pour le premier tour, histoire de suivre un petit peu. Aujourd'hui, c'est Brahim Messassi qui sera avec nous. Une liste donc du côté de Orly. Agir pour Orly, une liste non encartée tout à l'heure avec le soutien de ELV. Monsieur Boyaki, comment ça va? Ça va très très bien. Il rigole. Quand on parle de ELV, il est là. Et ouais, dès que tu parles des écologistes, ça y est, je réponds présent. Alors, petite modification, petite correction. Je vais demander à mon assistant réalisateur qui est à côté, vous savez, le petit Ethan. Salut Ethan. Oui, salut Ethan. Salut Ethan. Est-ce que tu peux nous mettre ensemble dans ton écran avec Christophe? Ouais, ce serait pas mal. Oui, c'est possible ça? Voilà, merci. Non, voilà. Parce qu'en ce moment, tu sais, les finances sont un petit peu dures et on est obligé de passer par des stagiaires. Alors, je disais, non, la liste que conduit Brahim Messassi, elle s'appelle Agir ensemble pour Orly. Sa liste au premier tour s'appelait Agir pour Orly. Et puis, il s'avère qu'il a fusionné avec les écologistes et la France Insoumise qui ont décidé de le rejoindre, qu'il avait déjà rejoint en 2014 et en 2007, ils avaient déjà soutenu ensemble le candidat de la France Insoumise, François Coq, et sa remplaçante, Florence. Donc, ça s'appelle Agir ensemble pour Orly. Agir ensemble pour Orly. Donc, pour ce deuxième tour, deux candidats qui vous seront proposés du côté de Orly ce dimanche. Voilà, Madame Jeanne Audet. Et donc, trois. Trois. Ah, il y en a un troisième aussi. Oui, très parce bien. qu'il y a le candidat, la liste soutenue par le centre et la droite républicaine, avec soutenue justement par Libre de Valérie Pécresse, le MoDem, l'UDI, les Républicains. Oui, la droite, quoi. La droite aussi, c'est ça. Ouais. Enfin, une partie, puisqu'il y en a une autre qui est déjà avec. Je ne peux pas parler. Hein. Oui, absolument. Tu ne peux pas parler, donc tu ne parles pas. Tout à l'heure, on fera le point avec notre invité pour s'occuper d'un petit peu Orly. Comment va mon ami DJ Nabil? Il est timide ou quoi? Le micro est ouvert. DJ Nabil. Le DJ de tous les Nabil. Bonjour mon DJ, comment ça va? Ça va très bien et toi? Écoute, très très bien. Alors, on va commencer cette émission, bien entendu, en saluant tous ceux qui nous rejoignent à la radio et aussi ceux qui nous regardent en live sur Facebook, France Maghreb 2, mais aussi, et surtout, j'ai envie de dire, Christophe Le Grand Forum, la page officielle du LGF. Alors, j'ai des petites questions à vous poser. Nous sommes, vous le savez, le 22 juin. Ça y est, c'est l'été, les amis. On l'avait un peu remarqué côté ciel. Le soleil est au rendez-vous. La chaleur sera au rendez-vous tout au long de la semaine. Et voilà. Alors, première petite question, messieurs, dames. Nabil, Philippe. Et vous, auditrices, auditeurs. Ah, il y a la belle histoire aussi. Qu'on salue. La belle histoire qui nous fera une petite apparition tout à l'heure pour... Alors aujourd'hui, il va y avoir du boulot, la belle histoire, parce qu'il y a trois invités, trois plateaux différents. J'espère qu'il nous fera une petite chronique vraiment digne de ce nom, mais je n'en doute pas. La belle histoire qu'on retrouvera en fin d'émission, bien entendu. Alors, quelques questions en rapport avec le 22 juin. Ouais. Je vous pose la question suivante. Le chanteur Michel Berger, vous voyez qui c'est? Oui. Voilà, qui est décédé. Donc, a épousé une chanteuse en 1976. France Gall. Oh, magnifique. En 1976, France Gall est une bonne réponse.
Attention, Philippe, il est là. 86 crise cardiaque dans un Bob, cherchez les coups, Bob. Hein 1990 maintenant. Je vous pose la question suivante. Fin d'une célèbre émission littéraire à la télévision présentée par un Apostrophe. certain... Oh là 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 là. Par un certain Pivot, Ber- Bernard Pivot. Bernard. C'était apostrophe est une deuxième bonne réponse. Bonne réponse de notre ami Boyaki. Troisième question. Quel militant écologiste se rend à la prison pour Philippe faire ses Bourriaki. 10 José Bové. Philippe Bourriaki. Non, pour faire ses 10 mois de prison, c'était en 2003. C'est José Bosé est une bonne réponse, mon cher ami. Il avait déboulonné des bagues de ouf. Boyaki. Quatrième question. Il m'avait pas attrapé les pluies. Tiens, alors là, on va voir si vous allez faire les malins. Quelle première personnalité du Maghreb est élue à l'Académie française en 2006? Ah, Personnalité du Maghreb. ça fait moins les malins. C'est une femme. Personnalité, une femme. Nedjet Oui. Valo Belkacem. Non, Rachida non. Dati. Quelle personnalité Ah non, du Maghreb, quelle première personnalité du Maghreb est élue à l'Académie française en 2006? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Une célèbre femme. Eh, c'est incroyable parce que je crois qu'on avait cette question, on l'avait eue la semaine dernière, mais différemment. Non, non, du tout. Non? Non, je t'assure qu'on l'a pas eu. Je sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que je cherche. Asia de son prénom. Assia dos Santos. Non, non. Non, je n'ai aucune idée. J'ai quand même aucune idée. Est-ce que les auditeurs ont peut-être trouvé, Philippe? Regarde. Ah, regarde, est-ce que les auditeurs ils ont trouvé Voilà, regarde les auditeurs. Je suis sûr qu'ils sont meilleurs que vous. Assia Djeba. Asia Djebar, qui a trouvé la bonne réponse? Diasata Haït. Pardon. Bravo, et c'est une Quelqu'un bonne va essayer réponse. Allez, dernière question. Et Je il m'a cherche- doublé, Diaz. Hein. Bah oui, évidemment. Ça fait un Je cherche un fantaisiste, animateur et réalisateur de télé né en 1933. Alors, il est né à Lyon. Il est mort déjà le 14 septembre 2007. De qui s'agit-il? Philippe Bouvard. Non, il n'est pas mort, Philippe Bouvard, pour C'est information. pas mort. Non, C'est tout comme, hein. ce n'est pas Philippe Bouvard. Il a été à la télé pendant de nombreuses années. Bon, j'allais dire Pierre Charnière, mais Non, pas Pierre Chardière. Attends, c'est qui? C'est pas. 2006. Quelle année il est mort? C'est pas Il est 2006. mort en 2007. 2007. Bah, il vient de mourir. Ça y est, il a ressuscité, il est mort un an après. Le Il est 14 2006, là. septembre 2007 et il est né en 1933. Je sais pas quoi là. Non, c'est pas Guilux. Fantaisiste, animateur, réalisateur télé. Très connu. On le voyait beaucoup le dimanche. Dimanche Martin. Jacques Martin. Jacques Martin est une excellente réponse, monsieur Philippe Boyaki. L'école des fans, ainsi fond, etc. C'était tous les dimanches après-midi. C'était du régal à l'époque sur France 2. On appelait ça d'ailleurs Antenne 2. Tiens, dernière question. Je cherche un musicien français, guitariste du groupe Indochine, né en 1959. Serkis. Oh là là, magnifique. Stéphane Sirkis est une bonne Ouais, réponse. Et Avec c'est son un frère jumeau. C'est son jumeau qui est décédé, je crois. Nicolas. Non, Nicolas est toujours là. non, Nicolas est vivant, c'est Stéphane qui est décédé. Je sais pas, je crois pas. Enfin, je sais pas, non. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, Eh bien, un parcours plat pour Bien Boyaki. joué. Nabil aura peut-être l'occasion de se venger Non. tout à l'heure en fin d'émission lors du quiz en rapport à l'actualité, bien sûr. Ah, ça va être sympa aujourd'hui, vous allez voir. On va se régaler. Il a sorti la coupe. C'est vrai qu'elle est où la coupe d'ailleurs? Elle a dû prendre la poussière. Ouais, mais j'en ai à la maison, une toute petite. Très bien. Pourquoi il a gagné une coupe? Ah bah, Non, il y bien avait sûr. une coupe, tu te rappelles pas? La coupe dans les studios. Ah oui, elle est Mais là. tu devrais aller la chercher, la coupe. Elle est, tu sais, Elle est là, juste à côté. voilà, c'est ça. Bon, eh bien, parfait. Vous avez été bons et les auditeurs vous ont quand même aidé, j'en suis sûr, sur Facebook en tout cas. Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2, je vous souhaite la bienvenue. Une excellente semaine. Ça y est, c'est l'été, on est bien, tranquille. On pense un peu aux vacances. On ne sait pas où on va partir, mais on va y aller. Quoi qu'il arrive. 16h21, dans un instant, j'accueille Yasmina Oumad, et son invité du côté de l'Algérie. À tout de suite sur France Maghreb 2. Pub. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Eh bien voilà les amis, on est là. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Qu'est-ce qu'il a fait mon Fifi ce week-end? Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me rappelle plus. Ah oui, d'accord. Je te jure, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Bon, bah dites-nous ce que vous avez fait, vous, auditrices, auditeurs. Est-ce que vous êtes reposés? Vous êtes sortis? Est-ce que vous êtes sortis d'ailleurs pour la fête de la musique Boyaki à Orly?
T'as de l'humour, Christophe. Ah non, à Orly, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus rien pour la fête de la musique. Ah Faudrait bon? au moins faire. Bah oui, non, non, ça s'appelle la fête de la musique et de la jeunesse. Jacques Lang l'avait instauré, il l'avait nommé dans ce sens. Et au fur et à mesure, le mot jeunesse a disparu pour laisser place uniquement à la fête de la musique. Et depuis bien longtemps, à Orly, il n'y a plus de fête de la musique. Ils ont peur de leur jeunesse. Ah, bon, Ah ouais. bah d'accord, très bien. Mais Très bien. il y a eu des trucs hier pour la fête de la musique tendus. Hein. On peut montrer des vidéos Twitter. Ah oui, t'en as là sous la main? Ah oui, oui, alors bouge Vas-y, pas. allez, montre-nous un petit peu la fête de la musique. Ah Là, ouais. aujourd'hui, tu as tous les pseudo-journalistes, commentateurs qui sont énervés. Les Français font n'importe quoi, en particulier les jeunes. Une voiture de police qui a été caillassée aux Invalides. Ce fut laborieux. Aucune distanciation respectée. Regardez. Voilà. Ah, putain. Ça Voilà. rappe. Ah ouais, c'était super chaud. Alors hier, en façon, attends, je vais couper le son parce que moi j'ai le retour son, vous l'avez pas. Oui, non, hier je devais me rendre à Nantes et en fin de compte ça a été un petit peu compliqué, etc. Parce qu'on savait pas vraiment à quelle heure on allait rentrer. Tu sais que c'était Oui, ah la fête oui, de la un nom musique, de mais Steve. voilà les fameux un an de Steve. D'ailleurs, tu l'as diffusé Oui, sur le absolument. Facebook de Christophe Le Grand Forum. Steve, j'arrive Il y a jamais à Camusso. il y a Camusso, ce jeune tougher mais animateur de 24 ans dont tout le monde disait qu'il était la gentillesse à l'état pur. Pour rappel des faits, sur les quais de Nantes l'année dernière, fête de la musique à 4 heures du mat, intervention des forces de l'ordre, alors que visiblement il n'y avait plus de musique, il n'y avait plus d'attroupement, intervention musclée, gaz lacrymogène et bousculade importante. Steve tombe dans la rivière, dans le fleuve, et on retrouve son corps quelques jours après. Et au bout d'un an, l'enquête ne donne toujours rien. Et donc, il y a eu beaucoup de marches, beaucoup de défilés un petit peu partout en France en mémoire de Steve pour demander justice et éclaircissement sur cette affaire. Encore une fois, l'IGPN saisie, l'IGPN absente de toute recommandation, absente de toute décision, on ne peut pas juger partie. D'ailleurs, ça rejoint l'appel de Sabrina Sebaï qui, la semaine dernière, on était présent, le LGF était présent à la conférence de presse de ce collectif qui s'est créé, Contrôle de police, qui s'appelle Contrôle de police, pour demander la suppression de l'IGPN et de l'IGGN et son remplacement par une autorité indépendante Indépendante. Ouais. et, voilà, et citoyenne comme il en existe dans plein de pays, Christophe. Exact, exact. Eh bien, voilà. En tout cas, c'était les images d'hier soir, la fête de la musique, qui, pour beaucoup, aurait dû être annulée, hein, pour certains. Et puis là, il y a eu une petite phrase de Sibeth Ndiaye encore ce week-end, dites donc. Non, Vous avez vu encore? Non, mais, je vous posais la question tout à l'heure dans le quiz, donc je ne peux pas vous donner la réponse tout de suite quand même. Mais en tout cas, Sibeth Ndiaye, chaque semaine, elle nous fait une petite phrase polémique. Elle veut entretenir un petit peu. Je pense que c'est le show d'Iaye chaque semaine qu'elle veut nous faire. Peut-être que c'est les dernières semaines pour elle et quelques membres du gouvernement qui s'accrochent encore parce qu'un remaniement serait en cours. Et bien entendu, on pourra en reparler plus longuement, bien entendu, dans cette émission tout au long de cette semaine. On aura beaucoup d'invités cette semaine et on parlera beaucoup municipal parce que c'est la dernière semaine, évidemment. On ira du côté de Kremlin-Bicêtre, du côté de Champigny demain, et puis on ira du côté de Crône vendredi, entre autres. Voilà, quelques amis, quelques candidats qu'on a eu à recevoir au cours de ce premier tour et qu'on pourra évidemment recevoir tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Bon Philippe, j'entends du bruit bizarre. Mais je crois qu'il me parle, mais je n'entends rien. Ouais, c'est normal. Nabil, qu'est-ce que tu fais comme bêtise encore? Voilà. Bon, apparemment ça serait que Philippe. Normalement, c'est bon. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? C'est le bazar. Oui. Voilà. Philippe, je crois qu'on est pris d'assaut là. Faut juste couper Ah, tout le c'est monde. Yasmina, C'est Yasmina? C'est Yasmina Obad? Demandez-lui. Ah, pub. Voilà. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum en ce lundi. Nous sommes le 22 juin. J'espère que vous allez bien, tous bien. On est ensemble avec vous, avec Philippe Boyaki, bien entendu, et 3 plateaux différents
Et on va ouvrir le premier pour ce lundi. Je demande à la belle histoire, celui qui est en charge eh bien, nous faire une petite synthèse de l'émission. Hein. Je crois que ça a été acté, hein, je crois, à la demande générale tout à l'heure, de nous faire donc une petite synthèse de l'émission tout à l'heure. Pour l'heure, j'espère qu'elle m'entend. Yasmina Oumad qui est avec nous, journaliste. Bonsoir Yasmina. Bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Comment ça va Yasmina? Très bien, merci. Et toi? Écoute, très très bien. Toi, tu es en studio, là, à la radio, visiblement. Tout à fait. Bon, alors, dans un instant, on va aller du côté de l'Algérie avec ton invité. Petite introduction peut-être pour nous présenter Monsieur Mohamed Bouhamedi. Alors, l'Algérie est à la croisée des chemins au sens propre du terme. Le pays a un tournant politique et économique de son histoire. Un peu plus d'un an après la chute de Abdelaziz Bouteflika, la crise du coronavirus est venue accentuer les difficultés économiques en Algérie. Le pays est confronté à la double crise de la Covid-19 et de la chute du pétrole, du prix de pétrole. On est fait face à une crise économique aiguë à laquelle il fait face, fonte de matelas de devises, recours à la planche à billets, chômage de masse, chute des prix des hydrocarbures. Les caisses de l'État se vident avec un pétrole à $40 le baril. Le dinar est en chute libre face à l'euro et le gouvernement a de plus en plus de mal à financer ses transferts sociaux. Autant d'incertitudes qui font craindre un Hirak saison 2 et la montée des partis islamistes. Les seuls partis, pour l'instant, à proposer un projet politique. Pour faire face à la situation, l'État se veut pourtant rassurant avec la prise de mesures concrètes pour maintenir ses engagements, même si le défi paraît colossal. Alors, pour aborder ces sujets complexes, nous avons fait appel à M. Mohamed Bouhamedi, un enseignant en philosophie, militant syndicaliste et politique, chroniqueur de presse. Je ne sais pas s'il est avec nous, M. Bouhamedi. Monsieur Bouhamedi. Oui, il était avec nous. Bonsoir, bonsoir Yasmina, bonsoir tout le monde. Il était avec nous. Il revient de ce pas parce que la première connexion était pas très bonne et donc il nous entendait pas bien. C'était assuré, c'était coupé pour lui. Donc, si on peut continuer à avancer sur ce sujet, bien sûr. On est en direct. Voilà, il est là, il est avec nous. Monsieur Bouhamedi, bonsoir. Il est là? Bonsoir. Bonsoir et soyez bienvenus sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum avec Yasmina Oumad. Merci pour votre invitation. Mes salutations également à vos auditeurs. Alors, Yasmina. Alors, bonsoir Monsieur Bouhamedi. Alors, ce que je disais, c'est que pour aborder des sujets complexes, nous avons fait appel à vous. Vous êtes enseignant en philosophie, militant syndicaliste et politique. Oui. Vous êtes chroniqueur de presse. Aussi. Vous êtes beaucoup de choses à la fois, Monsieur Bouhamedi. Parce que je suis mieux. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous d'avoir invité. Et merci aux auditeurs aussi de nous prêter attention. Je vous en prie. Alors, on va commencer à parler tout de suite du Hirak. Selon vos propos, le Hirak originel n'existe plus. Qui continue de manifester aujourd'hui dans la rue, selon vous, M. Bouhamedi? Alors, quand le mot Hirak a été utilisé au début de la mobilisation populaire, il y avait un nombre absolument considérable, extraordinaire dans la rue. Dans ce nombre, vous trouviez toutes les classes sociales, toutes les couches sociales. Vous trouviez des patrons d'entreprise, des ouvriers, des femmes de ménage, des paysans, des jeunes, des étudiants, des femmes. C'était l'ensemble des catégories sociales qui étaient là présentes. D'après les chiffres acceptés ou donnés par ceux qui manifestent, encore aujourd'hui, il y aurait eu jusqu'à 20 millions de manifestants, ce qui est très impossible, puisque nous sommes un peu plus de 44. Mais les chiffres sur lesquels les gens sont à peu près d'accord, c'est 12 millions. Au moment les plus forts, 12 millions d'Algériens, c'est toute la société qui est dans la rue, quasiment. C'est 1 sur 2.
C'est 1,5 sur 3 à peu près. Alors, ce nombre, aujourd'hui, n'existe plus. Dans les meilleurs des cas, à des dates significatives, comme le 1er novembre, le 5 juillet, bon, les manifestants qui restent en train de manifester sont au maximum 50 000. Le rapport de 12 millions à 50 000, ce n'est pas le même. Et c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on utilise aujourd'hui le mot Hirak, l'image que nous avons, ce n'est pas celle des gens qui manifestent aujourd'hui et qui sont 50 000 au mieux, mais en réalité beaucoup moins. On a l'image des 12 millions de manifestants. L'image de cette extraordinaire mobilisation dans une ville comme Bosbaréritch qui était quasiment toute dehors, toute la ville dehors. On a le sentiment que c'est Al-Nabar, c'est Constantine. Ce sont des villes où la mobilisation était absolument hors du commun. D'ailleurs, ça a été reconnu dans le monde entier que c'était une mobilisation, même au plan de l'histoire de la planète, rare. Voilà. Donc, du point de vue du nombre, déjà, nous ne sommes pas dans la même. Mais pourquoi, selon vous, M. Bouhamidi, que le nombre n'y est plus comme au début du mouvement? Oui, oui. Le nombre n'y est plus. Le nombre n'y est plus. Et Oui. le nombre, il a une signification. Il signifie quelque chose. Si ce n'est pas le même nombre, est-ce que ceux qui sont en train de manifester aujourd'hui peuvent légitimement se réclamer du nombre de 12 millions qui ne sont plus des manifestants? C'est cela la question principale. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont le droit de parler au mon nom ou là au nom de tous les gens qui, à partir de la fin avril, ne manifestent plus? Il y a un problème de légitimité de la parole. Mais ce que je voulais continuer à dire, c'est que non seulement le nombre s'est modifié, mais même les revendications se sont modifiées. Ce n'est plus les mêmes cris, ce n'est plus les mêmes slogans, ce n'est plus les mêmes contenus. Dans les premiers contenus de la mobilisation populaire, entre fin février et début mai, les mots d'ordre et les attentes étaient des attentes politiques, dont l'essentiel était qu'il fallait récupérer notre État, le récupérer, le restituer à notre peuple. Un, c'est rendre à notre peuple son État. Deux, cette revendication a été suivie d'un très fort appel pour que notre État redevienne souverain, c'est-à-dire que la grande, écrasante majorité des manifestants considéraient que le règne et la gouvernance des présidents Bouteflika nous avaient mis dans une situation néocoloniale, c'est-à-dire sous l'autorité, la direction, la gestion, déclarée ou pas déclarée, lointaine ou proche, de la France. Enfin, de la France, non, de l'État français. Et cette revendication était une revendication qui était liée à un vieux rêve de notre peuple, qui est le rêve de l'indépendance nationale. Elle était liée au 1er novembre. Nous voulions continuer le processus de libération qui a été déclenché le 1er novembre. Voilà. Et la preuve de ce que je dis, pardon, excusez-moi, c'est que dans les manifestations, les photos des martyrs et des dirigeants du 1er novembre ont ressurgi comme référence populaire. Ben Boulaye, Ben Médé, Ali Lapointe, Améroche, enfin toutes ces figures qui ont été des figures paternelles pour nous. C'est-à-dire la référence, ce à quoi nous nous rattachons. Donc parlons de façon massive de l'origine. Aujourd'hui, toutes les revendications qu'on entend dans la rue sont des revendications de démocratie procédurière, abstraites, qui n'ont peu à voir avec le déclenchement du 1er novembre, qui réclamait à la fois un État démocratique, mais démocratique au sens de l'époque, au sens de la moitié du XXe siècle,
démocratie signifie d'abord démocratie sociale, c'est-à-dire mettre en place un État qui est au service du peuple, de la majorité de la nation, et non pas au service d'une minorité et des classes possédantes. C'est ce contenu-là qu'il y a dans la déclaration du 1er novembre. Une république sociale, ce n'est pas une répétition. Il y a une différence. La république sociale, c'est celle qui inscrit l'État au service, l'ensemble des fonctions de l'État, au service de la société. Et enfin, la proclamation du 1er novembre a déclaré que cet État devait s'inscrire dans les principes de l'islam. La première phase, donc, a été une phase extrêmement politique dans le fond. Et elle a inscrit le départ de Bouteflika comme légitime parce que c'est l'ensemble du peuple que le réclamait, non pas une partie du peuple, non pas simplement un groupe qui manifeste aujourd'hui. Et cette légitimité, alors le problème c'est quoi? C'est que nul aujourd'hui, nul, personne, que ce soit le pouvoir, l'opposition, ne peut revendiquer une direction de l'État sans se référer à cette légitimité du Hirak. C'est-à-dire du Hirak, première période, puisque les gens appellent aujourd'hui Hirak 1-0, et non pas 1, et que moi j'appelle mobilisation populaire. Je ne sais pas si j'ai répondu. D'accord, mais justement, Monsieur Bouhamidi, qu'en est-il aujourd'hui du Hirak? Et le Hirak n'existe plus. Quand vous dites Hirak, vous pensez à 12 millions de manifestants dans les rues. Il n'y a pas 12 millions C'est de quand même une manifestants. souche de la population qui manifeste, Monsieur Bouhamidi. Oui, d'accord, mais ce n'est pas la même chose. Ceux qui manifestent aujourd'hui, je récuse le mot Hirak. S'il faut revenir dessus, je reviens. Aujourd'hui, le Hirak a pris fin vers début mai, dès que les responsables, les plus hauts responsables, Premier ministre et les ministres, ont été mis en prison. À partir de là, il y a eu le reflux. Il y a eu le reflux en Algérie, mais aussi le reflux à l'étranger. C'est-à-dire en France, au Canada, en Angleterre, mais en France essentiellement, nos frères émigrés qui étaient présents dans les premières semaines, très très fortement présents, eh bien, ils n'allaient plus dans les manifestations. La décrue d'ailleurs en France a été si nette que quelqu'un comme Edoui Plenel s'est senti obligé d'aller parler dans un meeting d'Algériens. Je ne vois pas de quel droit il vient parler dans un meeting d'Algériens, je ne sais pas. Mais il est parti, en fait, pour remobiliser, réinitialiser cette immensité des manifestations. Il n'a pas eu la échoué. Et ça correspond. Pardon. Oui. Permettez-moi, je voulais juste savoir, est-ce que vous rejoignez l'avis de certains analystes politiques qui pensent que le Hirak a été récupéré par des mouvances séparatistes, islamistes, étrangères ou autres? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pense pas à cela. Je pense que le Hirak a échappé aux différents groupes organisés qui ont essayé de le récupérer. Parce que quand les grandes manifestations arrivent, elles étaient attendues depuis longtemps. Comme en 2011 d'ailleurs, en Algérie, certains groupes, des ONG, des partis politiques, etc., s'attendaient à ce qu'il y ait un printemps arabe, il n'a pas eu lieu. Et ce phénomène de mobilisation populaire qui a eu lieu et qui a fait partir Bouteflika était attendu. Il était même un peu prévu, c'est-à-dire nous savions tous qu'il était impossible que la gouvernance de Bouteflika aille à cette extrémité d'arrogance, de folie, de maraboutisme, sans que notre peuple réagisse. On ne savait pas comment il allait réagir. Et donc, quand il réagit, les gens qui attendaient cette révolte étaient déjà préparés. Et préparés à le guider. Alors, l'ampleur, la force de la mobilisation, le nombre extraordinaire a écrasé toute possibilité de manipulation par les groupes qui existaient. Et dès que
les couches populaires ont vu que leurs aspirations les plus immédiates, mais aussi les plus profondes, enlevé non pas simplement Bouteflika, mais enlevé ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire les oligarchies. Notre 440, voilà, c'est pour nos émigrés, si vous, pour nos amis français qui veulent bien comprendre. Ils ont enlevé le 440. Ouais. Si tu permets, Yasmina, une petite question à M. Bouhamedi. De quel œil voyez-vous et comment qualifiez-vous justement les nouvelles tentatives? On va pas citer de nom, mais vous voyez à qui je veux à qui je veux penser, à ceux qui ont voulu convoquer là dernièrement, obligé de reporter parce que visiblement ça a fait pchit. Justement, la renaissance de ce qu'ils appellent le Hirak. D'accord. Alors permettez-moi juste de rappeler quelque chose. Ces organisations, toutes commerçantes, pendant que le Hirak était puissant et très fort, elles ont lancé un certain nombre de mots d'ordre et de slogans. Et elles ont lancé le mot d'ordre de grève tournante. Ça a été un échec. Elles ont lancé le mot d'ordre de grève générale. Elles n'ont pas été suivies, ça a été un échec. Elles ont lancé le mot d'ordre de grève séquentielle, c'est-à-dire tous les mardis ou tous les mercredis, les gens faisaient grève par catégorie professionnelle. Les médecins faisaient. Elle a lancé la grève qui aurait dû être la grève de la victoire, c'est la grève générale illimitée des étudiants. Et ça a été un échec. Quand on voit démocratiquement la réponse de notre peuple au mot d'ordre de ces organisations, notre peuple ne les a jamais suivis. Voilà, d'une part. Deuxièmement, pour le Maghrébia, c'est-à-dire pour une chaîne qui est payée, tout le monde le sait, par le Qatar, qui est financée par le Qatar, qui est la chaîne du fils, enfin, de l'enfant du grand Manitou, du fils de l'époque, c'est-à-dire Abbassi Madani, qui est une chaîne islamiste, qui est celle de Rachad. Elle a voulu relancer le Hirak comme si elle croyait que le peuple était à sa disposition. Et ça a été un échec lamentable. Il y a eu quelques centaines, dizaines, centaines de jeunes qui ont manifesté à Bougie et à Tizi Ouzou. Nulle part ailleurs dans notre pays. L'échec total a été enregistré. Mais avant même que l'échec soit total, parmi eux, à l'intérieur de ces groupes, il y a eu dissension, il y a eu divergence de vues. Si avant les démocrates, les partis modernistes, les anciens du fils, les islamistes, bon genre, mais surtout Zina, qui était le chef du front islamique du djihad armé, organisation qui avait pour tâche de tuer les intellectuels et qui en a tué beaucoup, qui a tué aussi bien des intellectuels modernistes qu'un intellectuel qui est mon ami d'ailleurs, qui était issu de la mouvance islamique et qui était le vice-président de l'Islam al-Irshad, une association religieuse versée dans la culture. Alors, ces personnages ont signé une déclaration commune pour une Algérie nouvelle. Comment est-ce qu'on peut vraiment parler d'une Algérie nouvelle quand on va signer avec des gens qui n'ont même pas prononcé un mot de regret pour les morts innombrables qu'ils ont provoquées dans notre pays? Voilà, mais eux, ils n'ont pas le sens de l'évaluation, c'est-à-dire de l'autocritique. Parce que les élections de décembre, elles ont été un échec pour eux. Elles ont été un échec. D'ailleurs, ils ne se rendent même pas compte que les violences qui ont été exercées, les violences symboliques, les insultes contre nos Chibani et nos Chibaniyettes en Europe, en Italie, en France, ces insultes contre les Pardon? Vous faites référence au processus électoral? Oui, je fais référence au vote, aux élections présidentielles. Aux élections présidentielles. Nos émigrés ont voté avant nous.
Mais le spectacle, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des masses de jeunes devant les bureaux de vote qui insultaient les votants. Mais ils n'ont jamais compris que le fait d'insulter nos vieillards, nos papas, nos parents, nos grands-parents, des vieillards, vous vous rendez compte, des vieillards, ils les ont insultés. Ça nous a révoltés. S'il y avait des gens, des personnes en Algérie, et en Algérie, c'est ce sens de l'honneur, du respect des vieux, etc., et puissants, qui n'avaient pas envie de voter, eh ben, ils ont eu envie de voter rien que pour répondre à ces violences symboliques. En sachant, dans notre propre expérience algérienne, que les violences symboliques annoncent et précèdent toujours les violences physiques. Ben, Alors, monsieur, peut-on résumer, pardon. peut-on résumer dans ce cas de figure, alors l'échec cuisant qu'il y a eu par rapport à l'appel de certains qui voulaient justement régénérer ou activer et relancer les marches du Hirak, peut-on parler dans ce cas de figure d'un flot? J'ai pas compris. Alors, je disais par rapport au Hirak J'ai pas compris le mot. malgré... Vous m'entendez? Je vous entends, mais j'ai pas compris le mot. Est-ce qu'on peut Peut-on parler parler d'un flot? C'est-à-dire, peut-on parler d'un échec? d'un échec? D'accord. Oui, non, c'est un échec. C'est un échec. Il n'y aura pas d'autre, il n'y aura plus de réussite pour eux. Il n'y aura absolument Pour vous, aucune réussite. pour vous, le Hirak est définitivement enterré, si on a bien compris votre analyse, monsieur Bouhamidi. Le Hirak est définitivement enterré. Le mot Hirak désignait une mobilisation populaire qui s'est déroulée entre fin février et début mai. Mais cette D'accord. mobilisation populaire, elle n'est pas morte. Elle s'est, une fois que le but général qui intéressait tout le peuple algérien, c'est-à-dire le départ de Bouteflika et le départ de 140, c'est-à-dire toute cette caste d'oligarques sont partis, il nous restait, après cela, mais quel programme maintenant poursuivre? Nous avions en partie, et en partie seulement, récupéré la souveraineté de notre pays, mais quid des ouvriers? Que demandent les jeunes? De quoi ont besoin les femmes? Qu'exigent les paysans? Parce que nous sommes une société qui est catégorisée. Donc, elle est des classes sociales. Il y a cette mobilisation populaire, elle n'est pas morte. Non seulement elle n'est pas morte, mais je prédis, et je suis sûr, je suis convaincu, qu'elle va reprendre très vite sous des formes de revendication à la fois catégorielles. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui que nous avons récupéré en partie notre État pour nos enfants, pour notre avenir, le travail, la santé, l'école, l'éducation, l'université. Quelle culture, quel type de culture nous voulons? Quel type de développement nous voulons? Est-ce que nous voulons un développement qui est bâti sur la croissance tel que ça a été le modèle depuis le néolibéralisme? Ou est-ce que nous voulons un développement plus centré, plus humain, plus centré sur l'idée du bonheur, et non pas sur l'idée de la richesse, sur l'idée que nous avons, nous, Algériens, tout comme le peuple français, tout comme tous les peuples du monde, nous avons besoin de biens qui satisfassent nos besoins, notre vie en famille, notre vie en société, et non pas simplement de marchandises. Alors, Yasmina, on fera une petite page pub. On est de retour dans un instant pour une toute dernière question. Ça passe très vite. Mais monsieur Bouhamidi, on l'écoute avec, religieusement, j'ai envie de dire, si je puis me permettre. C'est très intéressant, en tout cas, ces analyses. Yasmina, à tout de suite pour la suite et fin de cet entretien sur France Maghreb 2 à la radio. On reste cependant en live sur Facebook. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. La question que j'ai envie de vous poser, monsieur Bouhamidi, pendant qu'on est en pub à la radio, est-ce qu'il y a, selon vous, quelqu'un qui s'est véritablement révélé, distingué, pour arriver à ce que l'Algérie a connu, c'est-à-dire ces présidentielles du mois de décembre dernier? Qui a permis, selon vous, quelle a été la personnalité qui s'est dégagée de tout cela? Non, il n'y en a aucune. Réellement, il n'y en a aucune.
Réellement, il n'y a aucune. Il n'y en a aucune d'ailleurs, Christophe, pour des raisons, comment on appelle ça, historiques, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Bouteflika. Ouais. Toute terre dépassée a été coupée. Toute terre a été dépassée. Ils ont satellisé toutes les organisations, tous les partis étaient sous contrôle. Ils étaient financés, ils étaient corrompus. Le gouvernement de Bouteflika ont laissé la NED et l'Union européenne financer ces associations alors que c'est interdit. C'est interdit par la loi algérienne de recevoir de l'argent étranger. Ils les ont laissés. Mais parce que ça les arrangeait. Leur survie, parce que c'est une vie de pilleurs, de voleurs, de prétendants, était conditionnée par un soutien étranger. Donc, ils laissaient les intérêts des grosses boîtes étrangères. Alors, ils se sont tués. Ils les ont laissés faire. Ouais. Alors, un petit mot aussi, Monsieur Bouhamidi, sur ces gens aujourd'hui qui, notamment dans la presse internationale, parlent de l'Algérie comme un pays qui empêche la liberté d'expression en mettant en prison les opposants politiques. Qu'avez-vous à leur répondre? D'abord, en matière de répression, ce qui est vrai, c'est d'abord les chiffres. C'est d'abord les chiffres. Alors, mais si nous prenons les chiffres des gilets jaunes, oui, blessés, arrêtés, jugés et condamnés à de la prison, nous sommes très très loin. En Algérie, il n'y a eu ni blessés, ni morts, ni comparativement aux gilets jaunes. Alors, je ne me souviens plus très très bien du chiffre. En octobre passé, il y avait à peu près 1000 condamnations à la prison. ouais. Qu'est-ce que ça a à voir avec deuxièmement, lorsque on parle de condamnation pour répéter d'expression, les dernières condamnations, elles ont été faites pour outrage au chef de l'État. Il ne s'agissait pas d'expression, il s'agit d'insultes vis-à-vis d'un président qui a été élu, Ouais. bien ou mal élu, c'est une paire de manches. Mais que vous l'insultiez de la façon dont on l'insulte, et cela relève du droit commun, cela ne relève pas de la... Et c'est pareil en France d'ailleurs et dans d'autres pays. Non, bien sûr que c'est pareil, oui, bien sûr. Mais pourquoi dire des gros mots pour un président? Parce que des gros mots, c'est avec des gros mots qu'on les insulte. Et c'est pas avec des expressions, disons, un peu... Et il y a eu des situations beaucoup plus graves, des personnalités politiques que vous connaissez qui ont appelé limite à prendre les armes pour se révolter à l'époque. Vous vous en souvenez? Oui, mais même maintenant. Mais maintenant, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'ils n'auront plus de prise. Nous sommes en plein dans la pub, on a terminé. On a presque terminé, cher Monsieur Bouhamidi, pour les toutes dernières questions de Yasmina Omad. Il va falloir faire... Oui, Philippe. Ouais, moi, je voulais confirmer ce que M. Bouhamidi a dit. Comme tu sais, moi, j'ai été voté et je n'avais pas prévu d'aller voter à la base. Mais quand j'ai vu ces images de ces Chibani, de ces mamans, qu'on les traitait de harki, qu'on les insultait, et ben ça m'a galvanisé et on est parti, nous, en équipe, une grosse équipe. Allez, on n'a pas eu les mêmes injures, c'est bizarre d'ailleurs, on a trouvé ça mignon tout plein, ils étaient très très sympas les séparatistes avec nous, bizarrement, mais voilà, c'était vraiment, j'avais pas prévu de voter et ça m'a donné envie de voter. Alors, chacun pouvait faire ce qu'il voulait, mais insulter les gens et empêcher les gens à voter, ça c'est pas la démocratie. Exact. Et heureusement, les gens se sont déplacés et les quelques millions de personnes en Algérie et pour les personnes résidant dans les pays étrangers se sont déplacés et ont élu démocratiquement un nouveau président en poste depuis décembre. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour en direct à la radio sur France Maghreb 2 et en live toujours sur Christophe Le Grand Forum France Maghreb 2 avec Yasmina Omad et son invité très intéressant, monsieur Mohamed Bouhamidi, qui est professeur de philosophie, militant syndicaliste, politique, directeur de la culture mais aussi chroniqueur, chère Yasmina. Absolument. Alors, moi, j'ai une petite question, monsieur Bouhamidi. L'Algérie se trouve actuellement confrontée à de sérieuses menaces, aussi bien à sa frontière est
qu'à celle la séparant des pays du Sahel, le Mali et le Niger en particulier, confrontés à un... Oui, Confronté à, on n'aura pas la suite, par rapport à la question de Yasmina sur la situation des frontières. oui, d'accord. Alors, je voudrais quand même rappeler que la phase du terrorisme qui a eu lieu en Oui, Algérie à partir de 1992 déjà été liée à une situation internationale. Ceux qui ont commencé le terrorisme revenaient d'Afghanistan avec l'argent des Wahhabites, l'argent de l'Arabie Saoudite, et clairement, Financement le but étranger. à l'époque était la destruction de l'État national algérien pour mettre une théocratie. Mais une théocratie dont, dont l'âme était multinationale, c'est-à-dire qui dépassait nos frontières. Cette place de l'Algérie dans la Syrie, dans le système des conflits mondiaux, n'a jamais cessé. Et il y a d'abord des raisons de géographie. Nous sommes la porte vers l'Afrique. Nous sommes dans un endroit stratégique. Et ce que nous voyons, mais alors tous les jours à la télévision, ce que nous écoutons tous les jours à la radio, c'est que les États-Unis s'ingèrent. Ils s'ingèrent en Irak, ils s'ingèrent en Afghanistan, ils s'ingèrent en Syrie, ils s'ingèrent au Liban et ils s'ingèrent en Libye. Ils s'ingèrent en Libye, ça a été aussi le cas de l'État néocolonial français. Parce que je ne parle pas de l'État français en général, mais de ces gouvernements qui ont décidé d'aller détruire ce pays. Alors, ils ont décidé d'aller détruire ce pays au nom des droits de l'homme, au nom de la démocratie et de la liberté. Immédiatement après, la Libye est devenue le lieu de plusieurs marchés aux esclaves. Ça, nos immigrés, nos amis, nos frères immigrés doivent bien s'en souvenir. Le retour de l'esclavagisme a eu lieu après la destruction de la Libye. C'est cela. Alors, est-ce que ça nous concerne, nous, l'Algérie? Oui, ça nous concerne. Parce que l'échec de la destruction de notre État par le terrorisme entre 1992 et 1999, il a été réfléchi, repensé, et je pense que ceux qui sont en train de s'ingérer partout, l'Angleterre, les États-Unis, ont besoin, pour détruire notre État, de créer le chaos généralisé. Il faut que nos pays, enfin que les pays riverains deviennent comme l'Irak, c'est-à-dire ingouvernable. Il y a un État fédéral en l'air, mais en bas, ce sont des identités ethniques qui ont constitué la base de ces pouvoirs. C'est ce chaos général qui doit entraîner dans la mort, dans la destruction et dans la dislocation, dans la démolition, tous les États qui sont dans le Sahel et au nord du Sahel. La Libye qui va être divisée, le Mali qu'on cherche à diviser, le Tchad, le Niger, etc. C'est dans cette politique du chaos, n'importe qui peut aller sur Internet et voir ce que disait Condoleezza Rice, le président George Bush, lorsqu'ils ont parlé de chaos créatif. ouais. C'était la région MENA. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour les Américains, la région MENA, ce n'est pas le Moyen-Orient. C'est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. MENA, c'est Middle East and North Africa. Et donc, nous étions, nous, dans cette visée. Ça va nous obliger à faire quoi en tant que peuple algérien? Parce que nous devons exiger de notre État, non seulement qu'il résiste contre la destruction de notre propre État, mais qu'il aide les États voisins à ne pas se disloquer. Il faut qu'on aide le Mali, le Niger, le Tchad, la Libye, la Tunisie. C'est-à-dire concrètement, M. Bouhamidi. À rester intact comme État national. Sinon, nous allons nous retrouver avec une. Pardon? Oui, on vous écoute, M. Bouhamidi, on vous écoute. Je n'ai pas entendu la question. On vous écoute. Concrètement, comment faire? Eh bien, il faut créer
il faut recréer, parce qu'il a existé avant, un système de coopération des États africains. En tout cas, des États africains du Sahel et du nord du Sahel. Parce qu'il y a plusieurs zones africaines liées à vers l'Afrique du Sud. À un moment donné, nous n'étions pas du Sahel africain, plus de l'Afrique du Nord. Nous avions des relations commerciales, nous avions des foires commerciales à la Sahara de Tamanrasset au niveau de l'Ouganda. Nous avions une multitude de relations économiques, commerciales, on achetait, on vendait entre nous. Cette coopération sud-sud entre pays nouvellement indépendants, non seulement elle reposait déjà sur des échanges économiques anciens, elle les a développés, elle a rajouté quelque chose d'infiniment précieux pour nous. C'est la conscience. La conscience que sortir du colonialisme, c'était sortir des modèles économiques dominants qui sont les modèles du pur profit, du seul profit. Et que nous devions construire des sociétés solidaires où les hommes trouvent leur compte. Les hommes, je veux dire les hommes, c'est-à-dire les femmes, les hommes, les enfants, où le peuple trouve à la fois culture, éducation, instruction, travail, mais surtout, qu'ils construisent leur propre modèle de développement économique. Alors, Monsieur Mohamedi, on va devoir malheureusement conclure parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette émission. Il en faudrait bien d'autres. Et ce fut extrêmement intéressant, n'est-ce pas, Yasmina? Riche, Absolument. très riche avec Monsieur Mohamedi. Les auditeurs ont bien apprécié les analyses de Monsieur Mohamedi. C'est vrai que le temps était très court, mais nous aurons d'autres occasions. Exactement, on aura d'autres occasions, Yasmina, de le réinterroger et de suivre de près ce qui va se passer de toute façon en Algérie, comme on l'a toujours fait ici à France Maghreb 2. Merci beaucoup, Monsieur Bouhamedi, d'avoir répondu aux questions de Yasmina Omad donc dans cette émission du Grand Forum. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bouhamedi. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver sur les ondes de France Maghreb. Merci, Yasmina. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, Yasmina Oumad, journaliste, bien entendu. Merci d'avoir donc réalisé cet entretien en direct depuis l'Algérie. On change littéralement de sujet. Elle est là, elle est belle, elle est rayonnante. Anna Guézard-Boicaz, comme chaque lundi, pour les rendez-vous d'Anna. Bonsoir, Anna. Bonsoir Christophe, bonsoir Philippe, bonsoir toute l'équipe, les auditeurs et les internautes de France Maghreb 2. Je suis ravie d'être parmi vous dans le LGF. Ça va? Tout va bien? Merci. T'es pas fâché après moi? Pas du tout. D'accord, très bien. Bon. Alors, ma chère Anna, aujourd'hui, c'est un nouveau lundi et c'est un nouvel invité. Absolument. Il est coach sportif des célébrités mondiales, des hommes politiques, des artistes, de chanteurs, de sportifs de haut niveau, des athlètes. Tout le monde fait appel à ses services pour avoir un beau corps en bonne santé. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'accueillir en direct de Dubaï Coach Mehdi, le coach des célébrités. Bonjour Coach Mehdi. Bonjour Anna, comment tu vas? C'est parfait. Depuis j'ai une petite coupe moi aussi. Le coach Mehdi arrive dans quelques secondes. Je suis vraiment désolé. C'est beaucoup de surprise en tout cas. Bah, attendez, on était en Algérie, il faut qu'on parte à Dubaï. Ça prend un peu de temps quand même, les amis. Hein? Absolument. Voilà. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous voulez que je vous chante une chanson en attendant? Non, ça va aller, non. Enfin, non pas que tu chantes pas bien, hein, mais la fête de la musique, c'était hier. Et puis à 17h30, nous repartirons du côté d'Orly. Donc ça devrait être un peu plus facile pour l'atterrissage côté politique, bien entendu. Orly, aéroport, atterrissage. Ah oui, bah évidemment. Alger. C'est extraordinaire cette transition. C'est magnifique. Là, le confinement et cette nouvelle technique de streaming comme ça, on est connecting people. Bonjour voilà. Coach. Salut à tous. France Maghreb. Bonjour. Bonjour coach. J'allais interviewer Philippe, hein, vraiment. Je peux attendre. Avec plaisir. De toute façon, je pourrais l'interviewer dans un autre contexte parce que c'est un reporter extrêmement doué, très très talentueux et voilà. Ok, moi je suis Il va bien me mettre en valeur. Bonjour coach, bienvenue. Salut Philippe, ça va? Moi c'est Christophe. Christophe, pardon, tant pour moi. Voilà, on est à Dubaï. Ouais, exact.
Est-ce que Dubaï est toujours confiné ou pas? Non, 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 depuis la fin du Ramadan, je crois. Ah ouais, d'accord, ça va. Ça. Et je suppose qu'il fait extrêmement chaud à Dubaï. Ouais, mais non seulement il fait chaud, mais en plus, il y a énormément d'humidité. Et ça, pour le coup, c'est pas hyper agréable. Eh ouais, forcément. Anna, Alors, justement, en parlant de Dubaï, coach Mehdi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer à Dubaï? Pourquoi pas, Euh, par exemple, on a des célébrités ici aussi, hein? Ah non, mais moi, à la base, c'est pas du tout pour ça. C'est que à la base, moi, j'avais froid, hein. D'accord. J'avais froid. Et je voulais voir un peu des cultures différentes et je voulais m'enrichir. Et comme j'ai pas le temps de faire le tour du monde, je me suis dit, ben, je vais aller là où le monde se donne rendez-vous. Et il se trouve que Dubaï est un hub mondial entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et du coup, ben, je me suis dit, ok, ben, je vais aller rencontrer le monde là où il est, quoi. Ah, pourtant, les sages ont dit autrefois, j'ai cherché le monde, Paris dans le monde, j'ai trouvé le monde dans Paris. Mais bon, maintenant, vous avez trouvé le monde à Dubaï, tant mieux pour vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, coach Mehdi? On sait que vous êtes le coach sportif des célébrités, de grands noms, des hommes politiques. Mais qui est coach Mehdi? Comment vous êtes retrouvé là? Ben, moi, je suis voilà, comme tu l'as dit, je suis un coach sportif, préparateur physique et mental. Je travaille avec des sportifs professionnels, des clubs, des artistes, des hommes politiques, mais aussi monsieur et madame tout le monde. Donc ça, on le dit pas forcément assez, mais je travaille aussi avec monsieur et madame tout le monde sur place et je fais aussi du coaching à distance. Donc je suis des gens qui habitent ailleurs à l'étranger et qui veulent changer de vie en fait, parce que je m'étais fait connaître euh, par rapport à mon travail, surtout parce que je faisais des transformations physiques incroyables. Et D'accord. c'est ce qui a fait que voilà, j'ai eu un peu de reconnaissance il y par en a, rapport à il y ça. en a quelques-uns à la radio qui feraient bien d'essayer. Je dis ça, je dis rien. Non, pourquoi tu parles de Philippe, Christophe? C'est pas Non, Jean. jamais, non, je me permettrai pas. Non. Il va nous faire sauter la réalisation. Attends. Alors, Non, mais je me permets d'intervenir parce que j'ai regardé un petit peu. Je vous ai mis dans le chat, vous avez dans le déroulé, je vais vous le remettre dans le chat. Je vous invite à regarder bien sûr le site internet du coach Mehdi et de Nicolas Anelka, qui plus est. Hein, je crois que c'est tous les deux la méthode. J'ai regardé quelques petites choses. Moi, je suis un ancien sportif, Mehdi, en pied-point et un petit peu en sol. ça se voit, Philippe. Ouais, mais un ancien, tu vois. Un ancien qui a des sports, forcément, tu gonfles. Et il y a des choses quand même super intéressantes, blague à part. Et je suis impatient de voir la méthode et de l'essayer avec des élèves à moi et de l'essayer aussi sur moi. Et donc, on se reverra pour ça. Mais voilà, je vous ai mis en lien dans le chat pour y aller directement pour voir le site internet de Coach Mehdi. Il s'est lancé aujourd'hui, cette méthode. Justement, je voudrais rebondir sur ça. Tu fais bien de parler de ce sujet. Je voudrais parler du programme que qui vient de voir le jour, comme l'a bien dit Philippe. Il est basé sur ta méthode avec Coach Telka. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu peux nous... Ouais, c'est ça. En fait, on avait sorti il y a 2 ans déjà sur des applications mobiles un extrait de ma méthode, d'accord, d'entraînement et de lifestyle et d'émissions aussi d'interviews avec Nicolas Anelka. Et ensuite, le retour qu'on a eu du public, c'est que par rapport au contenu sportif de la méthode, il n'en avait pas assez. Il voulait vraiment avoir quelque chose de global et de complet. Et pour moi, à l'époque, c'était un peu difficile de tout donner. Je voulais garder aussi quelques-uns de mes secrets. Donc aujourd'hui, pour la sortie du film de Nicolas Anelka sur Netflix, on va proposer maintenant et on va révéler tous les secrets de ma méthode. Et ma méthode, c'est une méthode qui est unique et révolutionnaire. Ça s'appelle le MMF pour Mixed Martial and Football. Et j'ai réussi en fait moi j'ai un background des sports de combat et aussi du foot. Et donc j'ai réussi à trouver une solution pour préparer les footballeurs et les athlètes en général avec, on va dire, inspiré des méthodes des sports de combat.
en quoi les préparations de sport de combat, quels outils je peux utiliser là-dedans et les adapter. Parce que je peux pas faire un copier-coller, ça ne marchera pas, mais je dois les adapter aux besoins des footballeurs notamment, parce que je travaille avec beaucoup de footballeurs connus. Alors, coach Mehdi, quel est le secret? Enfin, c'est une question assez simple et naïve. Quel est le secret pour avoir un beau corps en bonne santé et voilà, le corps des mannequins et des athlètes? Alors, le secret, il est très simple. Il suffit de cliquer et de venir voir quel est le secret. Mais blague à Et part. surtout bien manger, coach Mehdi, non? C'est important de bien se nourrir. La nutrition, c'est important. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que dans le programme, il y a aussi deux plans nutrition. Un pour ceux qui veulent vraiment perdre du poids très, très vite. Et un autre pour ceux qui veulent perdre de la masse grasse, bien sûr, mais qui veulent un peu peut-être se développer. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Mais moi, la promesse que je fais avec ce programme, TLNA, donc TLNA, ça veut dire Train like Nicolas Anelka, entraîne-toi comme Nicolas Anelka. La promesse, c'est de pouvoir changer de corps en 29 jours, en s'entraînant 29 minutes par jour. Ah oui. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est un programme payant sur Internet, coach Mehdi? Oui, c'est un programme payant. D'accord. Ah, je vais pas révéler tous mes secrets. Gratuitement. Vous m'en direz en tout cas quelques secrets, s'il vous plaît, au moins que je pourrais profiter de ce service. Coach Mehdi, donc les sportifs et les célébrités n'ont pas que des coachs personnels hein, pour avoir ce beau corps. Ils ont aussi toute une équipe autour des nutritionnistes, vraiment des personnes spécialistes, spécialisées, chacune dans son domaine pour justement pouvoir les suivre. Est-ce que vous pensez que c'est, pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce que c'est suffisant de suivre un régime et de faire honnêtement, est-ce que c'est suffisant pour avoir vraiment le beau corps sculpté? Alors, oui, aujourd'hui, les besoins d'un sportif professionnel, donc en l'occurrence un footballeur, ce n'est pas les mêmes besoins que monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire que un footballeur aujourd'hui, avec l'évolution du sport, c'est un peu les gladiateurs des temps modernes. Ils rentrent dans des grandes arènes, prêts à en découdre avec des efforts extrêmement intenses et épuisants. Et ils font ça tous les 3 jours. Monsieur, madame, tout le monde veut juste changer de corps. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. On aura moins besoin d'avoir une équipe autour de soi. Maintenant, il est vrai que pour monsieur, madame, tout le monde, il faut avoir une méthode d'entraînement vraiment adaptée, précise, régulière, couplée à de la nutrition et des bonnes habitudes. Moi, je suis contre les régimes. Ça ne marche pas. Ah bon, les régimes ne marchent pas. Les régimes ne marchent pas. Le mot régime, en tant que tel, c'est quelque chose de temporaire. C'est-à-dire que Christophe, il doit le savoir. Par exemple, quand on prépare un combattant pour être au poids, quand on prépare, moi je travaille avec des hôtesses de l'air, parce qu'ici les hôtesses de l'air, si elles sont pas au poids, elles sont virées. Donc c'est une pression énorme. D'accord. Et donc on va faire à chaque fois en catastrophe. Elle doit être au poids pour tel jour. Un mannequin, un modèle, sur des cas concrets et limités dans le temps, on peut faire ce qu'on appelle un régime. Un régime, par définition, c'est quelque chose de restrictif et de privatif. Alors que sur une vision moyen et long terme, je dirais que c'est plus un rééquilibrage alimentaire et prendre des bonnes habitudes. Parce que si on se prive le jour où on arrête, et forcément on craquera. C'est comme la torture quand on se fait attraper, par exemple, on se fait torturer, on craquera sans savoir en combien de temps on va craquer. C'est la même chose. Alors, coach Mehdi, depuis tout à l'heure, vous dites que vous proposez vos services aussi à monsieur, madame, tout le monde. Mais justement, monsieur, madame, tout le monde n'ose pas vous contacter parce qu'ils sont impressionnés lorsqu'on voit que vous êtes le coach personnel des célébrités, etc. On sait que ça coûte, vos services coûtent excessivement cher. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que on peut pas Est-ce que c'est abordable, quoi? Voilà, on peut pas se permettre vos services. Alors moi, je vais répondre en 2 points. Le premier point, c'est que oui, c'est vrai, beaucoup, ils ont un peu peur de contacter, et même certains sportifs professionnels, ils me l'avouent après, ils m'ont dit, je voulais m'entraîner avec toi, mais j'ai peur parce que on m'a dit que c'était un peu dur, etc. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, sur la cherté, c'est encore quelque chose de subjectif parce que quelle valeur moi j'apporte? Est-ce que cette valeur, elle est réellement quantifiable? Moi, j'estime ne pas être cher. Je vais vous donner un exemple concret.
J'ai rencontré un Américain, chef d'entreprise ici, qui pesait 150 kilos. Obésité morbide, n'a jamais fait de sport de sa vie. Et donc, lui, son rêve, c'est de pouvoir jouer avec ses enfants. Le docteur lui a dit qu'il allait mourir. C'est un cas très concret. Absolument. Ce mec-là, quand il vient et qu'il veut bosser avec moi, il n'a plus aucun espoir. Et moi, je lui dis qu'on va réussir. Il ne croit pas trop. Et il me dit qu'il est prêt à payer $1 million si j'arrive à lui faire perdre 50 kilos. Mais lui, quand il dit, il ne croit pas au départ. Il pense pas que c'est quelque chose de possible. Ouais. Et quand on y arrive, c'est exceptionnel. Parce que la valeur qu'on lui a apportée, c'est-à-dire que là, on parlait de rester en vie quand même, de rester en vie, ne pas mourir, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Et donc, quand on apporte une valeur, c'est difficile de la quantifier. Si j'apporte de la santé, un bien-être, du bonheur, de la confiance en soi, ta vie, elle change. Et je l'ai vu avec plein de mes clients, leur vie, elles ont littéralement changé. Promotion, sont partis sur des projets, ont changé de vie. Il y en a, ils ont quitté, ils étaient trop dans le boulot, ils sont partis faire des enfants. Et ça t'apporte en fait autre chose parce que, comme je le dis dans le programme, et c'est écrit, et ça vient de la philosophie aussi asiatique, orientale, le corps est relié à l'esprit. Travailler que le corps seul ne suffira pas. Alors, coach Mehdi, quelle aurait été la différence dans votre carrière si vous l'aviez poursuivi en France? C'est une question que c'est difficile de répondre. Je vais raconter une anecdote personnelle. Ceux qui me connaissent cette histoire. Donc moi, et plus jeune, déjà, j'étais asthmatique, j'étais dispensé de sport. Je n'avais pas le droit de faire du sport. Et j'étais en surpoids. Donc tout ce que les gens ont vécu à ce niveau-là, moi je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. Derrière, j'ai réussi à m'accomplir au niveau de ma santé, du sport, etc. Et grâce à la boxe, grâce à la boxe, j'ai eu une grave blessure à l'œil en Thaïlande. Du coup, j'ai perdu quasiment l'usage de mon œil gauche. J'ai eu 7 opérations. Je me suis fait opérer en urgence en Thaïlande, à Bangkok. Et je suis resté 1 an hospitalisé, alité, en convalescence. Et ça ne marchait pas. On n'arrivait pas à me remettre l'œil. Et donc, ça fait partie de mon destin, de mon chemin. C'est ce qui a fait que j'ai décidé de partir à l'étranger. Parce que quand tu es allongé et que tu sais pas si tu vas revoir un jour et que tu prends du poids et que tu n'es pas bien, que tu n'es pas en bonne santé, tu te fais opérer, anesthésie générale, ça pèse. Tu as le temps de réfléchir. Ton esprit, il peut travailler. Ton esprit, il peut travailler et s'entraîner, devenir plus fort et penser différemment. Et c'est là où j'ai eu le déclic de dire, je veux aller voir le monde. Donc, ça fait partie de mon histoire. Je vais pas dire en France c'est mieux, c'est moins bien, etc. C'était mon destin, mon cheminement et c'était écrit comme ça. Et l'Américain dont tu devais faire perdre 50 kilos, t'as réussi? Bah évidemment. Donc, sinon j'en parlerais pas. Donc tu as touché $1 million. Non. C'était ce qu'il t'avait promis. Non, c'était pas une promesse parce que lui m'a dit que il serait prêt à les mettre. C'est ce que lui il serait prêt à mettre. Et alors? Mais moi j'étais pas prêt à les prendre. Ah ouais? Bah écoute, si tu as un problème pour prendre un peu de dollars, tu sais, on est là, nous, avec Philippe, avec toute l'équipe du LGF, on prend. Hein, tu sais, Anna aussi, avec plaisir. Non, j'ai été très bien payé. J'ai été très bien payé. Mais encore une fois, quand quelqu'un est on va dire, en galère. En détresse, oui. En détresse. Et il est prêt à tout te donner. Mais toi, c'est là où on va voir aussi si tu es quelqu'un de bien. Est-ce que toi, tu es prêt à tout lui prendre? Non. Moi, non. En tout cas, moi, j'étais pas prêt. Bon, très bien. Alors, on va faire une petite pub côté radio. On reste en live sur Facebook, ma chère Anna. Avec Coach Mehdi, on est à Dubaï. Vraiment beaucoup moins chaud qu'en France. Bien qu'il fasse chaud aujourd'hui. Et apparemment, on nous annonce un peu une semaine très chaude, caniculaire. Et Coach Mehdi doit bien rigoler quand il nous voit nous plaindre de la chaleur ici en France. Parce que quand on est à Dubaï, c'est quoi? C'est 50 degrés régulièrement, avec un taux d'humidité impressionnant. C'est la clim partout, quoi. Vous polluez la planète, en fait. Coach Mehdi, sachez-le, vous êtes en train de polluer la planète. Malheureusement, oui. Bon, allez, à tout de suite sur France Maghreb 2, juste après la pub. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. En même temps, j'ai envie de dire, coach, on n'a pas le choix, parce que sans clim, tu tiens pas là-bas.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, malheureusement, moi qui aime bien être à l'extérieur, c'est un peu relou à ce niveau-là. Mais tout est adapté finalement en fonction. euh, voilà, tout est adapté finalement avec cette chaleur qui est présente quasiment tout le temps, tout au long de l'année. Non, pas tout au long de l'année. On va dire Non? que la grosse humidité, elle est là bon, on va dire de juin à septembre inclus. Et là, on Ouais. est dans des 90% d'humidité, quoi. Ah ouais, ouais. Donc en fait, ce que cela veut dire, chers auditeurs, auditrices, chère Anna, c'est quand vous sortez, bah vous transpirez beaucoup parce que voilà, sans rien faire, hein, sans faire d'effort. En fait, tu as l'impression d'avoir fait rentrer ta tête dans un four. Vous voyez, C'est je parle ça. Ouais. à ceux qui cuisinent, qui ont l'habitude de cuisiner, quand on ouvre le four et que la chaleur nous. Ouais. Ouais, c'est Mais- ça. C'est la sensation. Et franchement, je vais te donner un exemple concret et tu vas vraiment comprendre la sensation. C'est un hammam. Quand tu vas au hammam, quand tu rentres dans un hammam, c'est exactement la même sensation, sauf que là, tu es habillé. Ah ouais, bah oui. Ou tu vas à l'aéroport ou à Ribot-Médiane aussi, c'est pas mal aussi. Il y a cette sensation aussi d'humidité et de chaleur. Anna, Coach Mehdi est avec nous depuis Dubaï. Oui, est-ce que je vais juste lui parler de Dubaï? On va parler du Dubaï de confinement, comme ça, on va laisser les questions concernant tout ce qui est sport et pour l'antenne, si tu veux bien, ou sinon je peux poursuivre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est toi, c'est ta chronique. C'est les rendez-vous d'Anna, c'est pas les rendez-vous de Christophe. Hein. Avec Christophe, évidemment. Coach Mehdi, pendant le confinement, les consignes étaient quand même assez strictes à Dubaï. Hein. Les amendes étaient très, très chères. On a pu faire intervenir une personne en direct de Dubaï qui nous a dit que l'amende ou les amendes étaient s'élevaient à $1 500 ou 2500 peut-être dollars. Ou, je me souviens plus en tout cas. Mais c'était très, très élevé par rapport à la France. 10 fois le prix des amendes au cas où on sortait pendant le confinement. Comme beaucoup l'ont fait. Ouais, c'était extrêmement cher et surtout, ici, la technologie, elle est au service des forces de l'ordre. Donc, rien qu'avec ton téléphone, il y a des caméras partout. Il faut savoir qu'ici, voilà, c'est Minority Report et donc tu peux pas esquiver. Et les flics sont partout. C'était très, très, très strict. Mais il y a eu des bons résultats. Oui, mais par contre, il y avait aussi beaucoup de facilité, par exemple, par rapport aux courses, etc. Si vous étiez amené à passer commande, les courses arrivaient 2-3 heures après. C'était un bon équilibre. Ils ont bien su gérer, le gouvernement. Ouais, je pense, ouais, ils ont bien géré, ils l'ont pris au sérieux assez rapidement et ils ont été assez cohérents. Nous, on n'a pas connu la pénurie de masques. Tu sors dehors, tu vas dans n'importe quel magasin, on te donne des masques. Ouais. Et nous, ça nous faisait halluciner parce qu'on disait, putain, en France, ils sont en galère et nous, on en a dans un supermarché, quoi. Ouais. Gratuitement, on te les donne. Et est-ce que vous avez vraiment respecté le confinement ou vous avez pour continuer par exemple, à entraîner vos clients pendant le confinement en gardant les règles de la distanciation sociale? Alors non, pendant une période, on n'était pas autorisé du tout à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc moi, j'étais assez strict là-dessus. Ensuite, j'ai pu entraîner quelques personnes à distance, online. Donc j'ai un peu plus développé le online. Mais en même temps, je voulais pas non plus, dans cette période un peu trouble, je voulais pas non plus altérer ou diminuer leur système immunitaire. C'est-à-dire que le système immunitaire, on peut le renforcer, le booster par l'exercice, mais d'un autre côté, si on travaille pas à la bonne mesure, on peut le diminuer et auquel cas tomber malade plus facilement. Donc, ce que je faisais, c'est que je donnais beaucoup plus de conseils santé, nutrition à base de miel de manuka, de gingembre, etc. Je faisais beaucoup de communication sur ça. Et coach sportif, coach Mehdi, je voudrais savoir, il y a beaucoup aussi coach sportif d'ailleurs. Oui, coach sportif, exactement. Beaucoup de personnes utilisent aussi d'autres méthodes comme le Reiki, comme pour renforcer leur système immunitaire. Est-ce que vous y croyez, vous? Moi, je crois qu'à partir du moment où l'esprit et le corps travaillent ensemble dans quelque chose de positif, on aura forcément des résultats. On sait qu'aujourd'hui, l'effet placebo, c'est réel. Ça a été prouvé. C'est réel. C'est le pouvoir de l'esprit. Et moi, je crois beaucoup en ça. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.
pouvoir de l'esprit avec Coach Mehdi sur France Maghreb 2 en direct sur France Maghreb 2 dans les rendez-vous d'Anna en ce lundi en direct de Dubaï pour la dernière partie. Chère Anna, pour des questions, je crois, plus sportives. Absolument. Coach Mehdi, est-ce que c'est possible de nous donner un petit peu la liste de personnes que vous coachez? Faites-nous rêver comme ça pour qu'on sache qui s'entraînent et la prochaine fois, on pourra reconnaître votre travail lorsqu'on les verra à la télé. Ok, bon, de tête, je sais pas. Il y a eu Franck Ribéry, Nicolas Nelka, Patrice Evra, Nelson Semedo de Barcelone. Je dis ça, je dis rien, mais que des caractères forts. Hein. T'aurais dû leur apprendre aussi à bien parler à leur coach. Hein, on se rappelle de Nicolas Nelka qui avait insulté Domenech, par exemple. Et oui, mais ça, c'est faux. Et c'est ça, Ah, ça c'est va être faux. dit dans le film. Non, c'est faux, c'est faux. Honnêtement, je te le dis vraiment clairement. C'est un ami, c'est très proche. C'est faux. C'est la une de l'équipe, elle est fausse, 100%. Caractère. Ouais, ouais. Ça, c'est une info. Hein. On a un scoop. La une de l'équipe est fausse, dit. Ouais, je peux signer, hein, si vous voulez. Je peux signer, je peux m'engager sur l'honneur, ce que vous voulez. Je peux aller en procès avec eux. Hein. Il n'y a aucun problème. Le film de Anelka s'appelle comment? Anelka, l'incompris. En anglais, Anelka, misunderstood. Et là, ça sort quand? Sur Netflix, c'est sorti? Non, normalement, ça devrait sortir cette semaine. Ou la semaine d'après maximum. D'accord. Super, moi, j'ai hâte. Vous pouvez continuer à nous citer quelques noms pour qu'on sache. liste, tu sais, Christophe, moi, je travaille comme ça. Comme ça, je visualise les prochaines émissions. Donc, Ribéry. Ouais, Ribéry, Nelson Semedo de Barcelone, Bruno Fernandes de Manchester United, Zlatan, Ibrahimovic, Jason Derulo. Ah ouais. Jason Derulo, Jason Derulo, c'était marrant parce qu'on a tourné, on s'entraînait, on a tourné une vidéo sympa et on a fini en garde à vue parce qu'on n'avait pas l'autorisation de tournage. On a fini en prison, mais on a été relâché. Bon, tout va bien. Bah oui, heureusement, à la preuve, vous êtes là. C'est ça. Alors, quelle est la personnalité? Alors, vous nous avez cité quand même des personnalités avec un caractère fort. Je pense à Zlatan, par exemple. Quelqu'un de très particulier. C'est pas facile donc pour un mec comme Zlatan de se faire coacher alors que lui, il pense être le meilleur dans tout et il a ce caractère, c'est moi Zlatan, quoi. C'est moi, je représente la puissance par excellence, etc. C'est pas difficile de pouvoir coacher un mec comme ça? Non, au contraire. Ben, Zlatan, déjà, c'est sa communication, c'est son image. Il n'est pas comme ça en vrai. Tous ont une grande confiance en eux. Ça, c'est ce qui les caractérise à tous. Mais Zlatan est quelqu'un de très intelligent, de très humble, et il adore apprendre de nouvelles choses et très curieux. Après, je vais pas lui apprendre à faire un crochet ou à marquer des buts. Ça, c'est clair. Ouais. Alors, coach, est-ce que c'est facile de gérer, d'ailleurs, les mentalités? On sait que les célébrités ont des égos surdimensionnés et par moments, il y a des, comment dirais-je, un petit peu, il y a des malentendus entre eux où ils ne s'aiment pas forcément, ce qui fait qu'ils n'aiment pas partager les personnes qui les entourent, que ce soit coiffeur, coach sportif, etc. C'est-à-dire, une fois que tu vas coacher l'autre personne, forcément, tu vas être écarté. Est-ce que c'est facile de garder un équilibre et de faire plaisir à tout le monde? Ouais, non, c'est sûr que l'ego, c'est pas évident, mais il en faut pour réussir et pour être un champion. Sans ego, il n'y a pas de champion. Ça, c'est obligatoire. Mais après, dans le travail, dans l'effort, il y a une relation qui se crée. Je vais donner un exemple. Quand je travaillais avec Blaise Matuidi de l'équipe de France, Mehdi Benatia, par exemple. Donc, je les ai avant la Coupe du Monde. On a tellement travaillé dur et fort, et Blaise, c'est une machine. Mon travail était tellement dur et intensif qu'à un moment donné, même, à deux doigts de vomir et à faire un petit malaise à se reposer. Ah oui. Et derrière, ouais, carrément. Et derrière, quand tu leur fais faire aussi des exercices dont ils n'ont pas l'habitude, comme la boxe, kickboxing, boxe thaï, moi, c'est ma spécialité, c'est la boxe thaï. Forcément, c'est comme un enfant qui réapprend à marcher, tu apprends l'humilité et ça forcément, ça crée aussi une relation spéciale parce que, voilà, tu réapprends, tu souffres, tu galères et forcément, voilà, l'humilité vient avec ça. Et la boxe. Tu dis, rappelons-le, qui est un ancien joueur du PSG et peut-être un des rares joueurs de cette époque, hein, sans parler de l'ancienne, mais de cette époque-là, qui avait, lorsqu'il était au PSG, défendait vraiment les couleurs de son club. Ça se voyait, ça se sentait. Il a aimé Paris. Il aime Paris. C'est vrai. Ça, on peut pas lui enlever. Et il aurait, je pense, voulu rester, même s'il s'éclate à la Juve.
Ouais. Et j'en profite aussi pour passer un coucou aux joueurs du PSG avec qui j'ai travaillé, comme Abdou Diallo, qui Ouais. est à Paris, et D'accord. qui, Et je pense, va Neymar, faire quelque tu chose. l'as pas fait, Neymar? Non, on s'est rencontrés, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Ouais. Ouais. Et là, vas-y, Alain. Coach, est-ce que vous signez un contrat de confidentialité avant de coacher les célébrités? Parce que j'imagine que des fois, vous entendez des conversations et vous êtes très proches pour ne pas divulguer ce que vous pouvez entendre ou voir ou apprendre. Non, parce qu'ils savent qu'à ce niveau-là, moi, je suis une tombe sur ça. Ils savent qu'à ce niveau-là, il n'y a rien qui sort. Ensuite, au niveau des photos, des images, c'est eux qui contrôlent, qui me disent ce qu'on peut mettre, pas mettre. J'ai eu une fois un petit truc un peu chaud, c'était, je peux le dire là, c'était avec un grand homme politique du Kazakhstan, qui va être le futur président de la République du Kazakhstan d'ailleurs. Mhm. Et on a travaillé ensemble. Du coup, j'avais posté quelques vidéos. Et ensuite, j'ai reçu un coup de fil d'un homme avec l'accent russe qui m'a gentiment demandé, avec une voix vraiment d'assassin, d'effacer de suite la vidéo. Genre 1 minute après l'avoir postée. Tu l'as effacé 30 secondes après avoir accroché, Ah j'imagine. ouais, direct. Ben, quand tu reçois un coup de fil, t'entends. Allô, coach Mehdi, remove the video. C'est bon, tu Est-ce que l'enlèves. les politiques, eux aussi s'intéressent à avoir un beau corps, tout comme les artistes ou les jeux ou les sportifs? Bah alors, un beau corps, je sais pas, mais ils ont besoin de rajeunir, ils ont besoin de se dépasser, ils ont besoin aussi d'enlever leur stress. On le voyait avec Nicolas Sarkozy qui courait beaucoup, qui aimait le vélo, etc. Il avait besoin de se dépenser et de se sentir jeune, dynamique, vivant. Plus que pour l'apparence physique, je pense, à mon sens. D'accord. Et alors, c'est ma dernière question, Christophe. Après, Ouais. tu peux lui poser des questions sur les joueurs que tu aimes ou peut-être ceux que tu n'aimes pas. Coach Mehdi, après le Ramadan et le confinement, est-ce que vous avez eu beaucoup de boulot à rattraper pour Ouais, vos très bonne clients? question. Ouais, c'est une très très bonne question. Ben, forcément, j'ai eu beaucoup de demandes, des gens qui avaient pris beaucoup de poids. Après, encore une fois, il n'y a pas que le poids. Il y a forcément, c'était une période qui était anxiogène. Donc aussi, on a besoin aussi de relâcher certaines choses, des non-dits. On a vu qu'il y a eu beaucoup de tensions dans les couples, beaucoup de divorces, beaucoup de violences aussi dans les couples, dans les foyers. Et donc, il y avait des choses à faire sortir. Et donc, ouais, le corps, mais l'esprit, toujours. Ouais. Coach Mehdi, il y a quand même quelques questions que j'ai envie de vous poser, moi. On parlait des politiques, effectivement, mais est-ce qu'il y a pour vous une personnalité politique dans le monde qui se prête justement à ce type d'exercice et qui a, selon vous, au-delà du mental, parce qu'il faut avoir un grand mental quand on est un politique, le physique pour suivre votre exercice? Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui se dégage là parmi tous ceux qu'on connaît à travers le monde qui pourrait en tout cas largement remplir votre programme? Alors, moi, je pense que dans l'esprit, alors, et pour avoir des infos aussi, c'est un président de la République d'un pays qui joue aussi de cette image, mais c'est réel. Et je pense que si tu poses la question, Christophe, c'est pas par hasard, et je suis sûr qu'on pense tous les deux à Vladimir Poutine. Poutine, Bah ouais. oui, voilà. Puis oui, il a un beau corps, il est bien Là, entretenu. là aussi, fais attention parce que si tu publies une vidéo, il pourrait aussi t'envoyer ses copains russes, t'appeler pour te Ouais, demander de la retirer. Il les presto. mais j'aimerais bien travailler avec lui, Alors, parce que c'était un ancien mec de la castagne. ouais, bah oui, évidemment. Une autre question, alors là, je t'avoue que c'est un peu plus personnel. Euh, Est-ce qu'il y a un âge, finalement, on se dit, par exemple, on arrive à un âge, on se dit, bah ouais, mais non, ça y est, de toute façon, je suis amené à avoir ce corps, je pourrais rien faire, alors que j'aimerais peut-être soit maigrir, pour d'autres, plus le muscler, plus avoir des tablettes de chocolat. Est-ce que c'est possible à n'importe quel âge? Ben, on voit que, bon, là, c'est un ovni, Schwarzenegger, etc. On voit qu'ils se maintiennent bien malgré leur âge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'apparence physique, il n'y a pas d'âge pour être en bonne santé. J'ai travaillé avec une femme de 60 ans qui était ce Ouais, qu'on appelle une housewife, donc elle n'a pas de boulot, à l'aise financièrement, qui reste à la maison. Oui, femme au foyer. Femme au foyer, voilà, en français, c'est mon côté Van Damme. Et du coup, elle s'est mise à faire de la boxe, elle a commencé à prendre du plaisir, et au final, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait même faire des pompes comme un homme, pas sur les genoux, au fur et à mesure, et elle a pu changer à 60 ans. Elle avait un défi, elle voulait
elle habitait sur les branches du palme et elle voulait atteindre l'autre rive à la nage. Et donc, c'était Elle y est l'objectif arrivée qu'on l'a fait aller-retour. Et elle y est arrivée. Elle est arrivée. Je vais donner un deuxième exemple encore plus concret dans lequel tout le monde peut s'identifier. Une Parisienne, Ouais. cinquantaine, 40-50 ans, en surpoids, qui habite pas à Dubaï, qui habite à Paris. Elle est venue à Dubaï, on a pu discuter, et elle voulait un programme. Je lui ai dit, je vais pas te faire un programme, je vais te faire un truc très simple que tu pourras suivre. Avec ce truc-là, elle a perdu plus de 20 kilos. Le truc que je lui ai dit, c'est ça. Tu marches. Tu vas marcher tous les jours 1 heure. Si tu peux, si tu as un tapis, tu mets une pente. Et tu marches. Et tu fais ça tous les jours. Et tu perdras du poids. Ça, je le dis dans mon programme. C'est dans mon programme. Ça fait partie aussi des méthodes. Même si tu manges n'importe quoi à côté? Faut quand même pas abuser. Faut Bah pas oui. non plus non, faut Si pas tu faire marches 1 n'importe heure quoi. et que tu te fais 3 McDo par jour, Ouais, c'est pas l'idée. C'est pas le but. non, ouais. Pas le but. Ouais. Non, mais Aussi- ma question à laquelle tu n'as pas répondu, pardon, que je m'ai dit. Ouais. Est-ce qu'on Vas-y. peut, quand on a un corps d'athlète comme le mien, est-ce qu'on peut Ouais. encore le renforcer à un âge avancé? Bon, je dis pas que je suis vieux, hein, mais bon, j'ai 43 ans, j'ai rien à cacher. Est-ce qu'à 43 Ok. ans, je peux davantage me Ouais. muscler encore? Alors d'accord, je vais te poser une question, Christophe. Est-ce Ouais. qu'à 43 ans, tu peux encore apprendre des choses nouvelles Bah, avec ta évidemment, tête, on apprend avec tous ton les cerveau? jours. D'accord, donc ton corps peut le faire. D'accord. Non, parce qu'en fait, je t'explique que je me dis. Mon rêve, c'est Ouais. de défoncer Philippe Boyaki au Crash Maga. Ok. Krav Maga, non? Krav Maga, oui, pardon. Oui. Et tu crois que je peux y arriver ou pas? Ouais, tout est possible. Bon, d'accord. Bah, je te Tout est remercie, possible. coach Mehdi. Si tu le mets dans ta tête, tout est possible. Tu peux même battre Teddy Riner, si tu veux. Si tu Ah ouais, t'es alors ça, préparé c'est encore mieux. mentalement. J'ai fait, C'est vous ça savez qu'il que faut j'étais faire. un sportif de haut niveau en judo, moi. Hein. Ah oui. Ah ben tu vois, j'ai dit ça au hasard. Je savais même pas. T'as vu, comme quoi, franchement, il n'y a pas de hasard dans la vie. Bon, en Pas tout de cas, hasard. merci beaucoup, coach Juste Mehdi. une dernière question. Dernière Oui. petite. Je peux rajouter un petit truc? Oui. Vas-y. Ok. Je veux rajouter que pour les gens qui vont venir s'abonner à mon programme d'entraînement, avec lesquels en plus je vais avoir une relation privilégiée et un contact avec eux, il y a un voyage à Dubaï à gagner, en tirage au sort. Donc on va tirer au sort quelqu'un, il y a un voyage à Dubaï à gagner, 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles, Ah, je et croyais que c'était chez toi. non, c'était pas chez moi, et un maillot dédicacé de Nicolas Anelka lui-même, je sais pas si Ouais. vous voyez, Ouais. pour les 20 ans de la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. C'était à Paris, à l'époque, il y a 20 ans. Collector. Magnifique. Bah, écoutez, Eric, pour ça, on peut tenter notre chance. Hein. Dernière question, Anna. Tout de suite. Dernière question. Je te comprends. Est-ce que vous pensez quoi des émissions de transformation qu'on voit surtout aux États-Unis, radicales, vraiment les Ah bah, personnes. nous aussi, en France, on a Christina, comment elle s'appelle, elle? Non, je parle dans l'extrême. Vraiment, ils sont dans l'extrême. C'est ils poussent à perdre 60 kilos, 70 kilos pendant 2 mois. C'est des exercices intensifs. C'est vraiment la transformation est flagrante. Est-ce que ça, c'est choquant? Est-ce que ça brusque quand même le corps et l'organisme? Il y a une question juste après, Anna. Et une dernière question, si Donald Trump te propose de le coacher, est-ce que tu accepterais? Très bonne question. Je vais répondre à la première d'abord. Concernant la première, je suis pas trop ces émissions. Déjà, c'est un format télé, donc forcément, il y a une part d'arrangement. Mais c'est surtout la vraie question, c'est en combien de temps ils le font pour que ce soit bien au niveau de sa santé. Et derrière, c'est est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on a juste fait ça pour l'émission et le mec derrière, il reprend tout ce qu'il a perdu, voire pire? Ou est-ce qu'on a vraiment fait un vrai travail de fond pour que ce soit durable? Ensuite, pour Donald Trump, écoute, moi je le connais pas personnellement. Encore une fois, je fais vraiment le distinguo entre l'image qu'on veut donner et la personne réellement. Donc je sais pas qui il est. Il faudra que je le rencontre d'abord, mais que je me fasse une idée de qui il est. Et derrière, je pourrais peut-être l'entraîner ou pas. Mais j'aimerais bien savoir qui il est réellement et pas son image. Alors, je viens de recevoir un message de Donald Trump. Il te dit « Retire tout de suite cette vidéo ».
Coach Mehdi, pas besoin question. d'entraîner Donald Trump. Voilà, je suis là. Il faut que tu me prépares. Il faut que d'ici la fin de l'année, j'arrive à défoncer Boriaki. C'est possible. C'est possible. Philippe, Reviens Si dans tu achètes mon programme. Ah ouais. Ah oui. la question de Nadia, c'est ça? Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Christophe, on peut poser la question de Nadia Lachi? Vas-y. Bah, surtout Nadia, évidemment. Que j'embrasse. Nadia Lachi, j'ai une question sérieuse, s'il vous plaît. Le vélo d'appartement, genre le vélo de David Douillet. Qu'en pensez-vous? Que conseillez-vous pour une femme de 60 ans? On s'opère, j'ai pas compris le mot. Ouais. On s'opère de plusieurs pathologies. En fait, qui souffre de plusieurs pathologies, hernie discale, cancer, il me semble, ou asthmatique, etc. Asthmatique, etc. Ok. Alors, là, il y a plusieurs choses. Le vélo peut être une solution. Ok. Mais encore une fois, s'il y a une hernie discale, moi, je connais pas le vélo David Douillet. Je ne connaissais pas. Et surtout, ce qui m'interroge, c'est la posture. Donc, si on garde une posture pendant longtemps, quels effets ça peut donner sur les disques et les lombaires, notamment. C'est pour ça que peut-être que j'orienterais cette dame à aller à la piscine. Nager un petit peu. Si elle ne sait pas nager, aucun problème. Aller marcher. Aller marcher dans l'eau, dans la piscine. Parce que ça va réduire la gravité, on va réduire les effets de l'hernie discale. C'est pas hyper intensif, donc au niveau de l'asthme, au niveau cardio-respiratoire, ça posera pas de problème. C'est assez fun aussi, c'est régénérant, et je pense que ça peut être une bonne solution. Et faire de l'aquafitness, par exemple. L'aquafitness, des squats dans l'eau. Moi, c'est une méthode que j'utilise beaucoup avec mes clients. On va dans des piscines et on fait plein d'exercices, notamment pour la rééducation. C'est ce que je pourrais conseiller à Nadia. Donc, Nadia, si tu m'écoutes, je pense que c'est une bonne piste à creuser. Très bien. Beaucoup. Merci, Coach Mehdi, de nous avoir fait un peu rêver. Merci De beaucoup, m'avoir Coach. fait rêver. De Moi, réussir dans personnellement. l'avenir. On attend avec impatience votre programme et que vous soyez à côté pour nous coacher. Alors, n'oubliez pas pour le programme, la méthode TNLA avec Nicolas Anelka by Coach Mehdi. C'est sur leur site internet. On vous a mis le lien. On va vous le remettre dans le chat et dites-nous tout. On se retrouve dans 29 jours et on va voir si on vous demande le remboursement ou pas. Je vais voir, on va voir avec des copains. Mais dans ce cas, je peux pas être jugé parti. J'ai des potes qui connaissent Coach Mehdi et il les a vraiment resculptés. Mais il y a aussi le mental. Et justement, Coach Mehdi travaille aussi sur le mental parce qu'il n'y a pas que la nutrition, il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental. Et justement, il allie les trois. Donc, merci à toi infiniment, Mehdi. Merci, Mehdi. Ceux qui veulent des astuces et du contenu gratuit, ils peuvent me suivre sur Instagram, Coach Mehdi Dubaï. Et bientôt, il y a aussi ma chaîne YouTube, Coach Mehdi Dubaï, que je vais agrémenter un peu plus de contenu gratuit aussi. Voilà. Parfait. Et on aime bien le gratuit, nous. Merci beaucoup, Mehdi. À très bientôt. Merci à Anna, vous. Ciao. la semaine prochaine, qui sera ton invité? La semaine prochaine, le chanteur d'origine marocaine Ahmed Chouki. Ça te dit quelque chose? Il est suivi par 1 200 000 abonnés. Il a fait plusieurs chansons que je n'ai pas en tête, mais c'est un chanteur très aimé, très apprécié du Maroc. Et puis, il nous fera kiffer, quoi. Très bien. Eh bien, on kiffera avec lui donc et avec toi, ma chère Anna. Merci beaucoup, Anna. À bientôt. Merci, Philippe. Bonjour, monsieur. Et je vous dis au revoir, monsieur. Bonjour. Je t'embrasse, Anna. Et je dis au revoir aux auditeurs et aux internautes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Les amis, qu'est-ce qu'on voyage dans cette émission, mais qu'est-ce qu'on voyage, franchement. Hein. Oula, il est déjà très tard, les amis. Oula là là. 43. Oula là. Brahim et Sassi, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes et à tous. On était à Dubaï et on va tout de suite du côté de Orly pour cette élection municipale. Vous savez, c'est la dernière semaine. Ça y est, on entre dans le dur. La liste Agir ensemble pour Orly. Vous êtes au second tour, donc le vote, c'est dimanche. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement auprès de nos auditeurs? Qui êtes-vous, monsieur Brahim Messassi? Bonjour. Alors, je suis Brahim Messassi. J'ai 43 ans, comme vous, Christophe. Et je confirme, hein, on peut faire des choses de son corps à 43 ans. Quoi. Ouais. J'habite Orly depuis toujours. Je suis ce qu'on a pu appeler longtemps et ce qu'on continue d'appeler un ancien jeune des quartiers. Donc, j'ai grandi dans des quartiers. J'ai une scolarité dans les quartiers difficiles. Là, on a un niveau de chance de réussir plus faible que sur la moyenne nationale.
Mais on s'en est sorti parce que voilà, notre pays nous propose quand même plein de belles choses. Je suis conseiller municipal. J'ai eu un parcours professionnel un peu classique de jeune de quartier qui fait un peu d'animation, qui rentre dans sa vie jeunesse, qui poursuit ou pas après. Moi, j'ai poursuivi dans l'éducation spécialisée. Et puis je suis retourné à l'école après l'avoir arrêté en DUT. J'y suis retourné pour continuer à me former sur la gestion des collectivités territoriales, en passant un master 2. Et là, je suis en train de préparer une thèse sur les sciences sociales et politiques. Je me suis présenté en 2014 déjà au suffrage des Orlysiens. Ouais. Donc ça fait 6 ans que je suis dans l'opposition. Et aujourd'hui, on propose à nouveau aux Orlysiens, parce qu'en 6 ans, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est une dégradation du service public local, mais ça, on pourra peut-être en parler concrètement. Donc on propose aux Orlysiens de changer de cap. Voilà, succinctement. Alors, Brahim Messassi, il faut préciser aux auditeurs que vous êtes parti sur une liste non encartée et que vous avez été rallié, j'ai envie de dire, au second tour, soutenu maintenant aujourd'hui par les Europe Écologie Les Verts, par exemple, et la France Insoumise. Tout à fait, c'est ça. Alors, l'initiative au départ, parce que en tout cas, je ne défendais pas ça déjà en 2014, c'est que l'idée de la logique des partis, elle m'effraie un petit peu. Il y a quelque chose d'assez pyramidal, ça part d'en haut, alors que pour les municipales, au moins, moi je crois en l'initiative individuelle. Je pense que les gens qui vivent les choses, les difficultés, mais pas que, qui ont des idées, ils peuvent les porter au niveau local. Et quand on est habitant d'une ville de 22 000, 23 000, maintenant 24 000 habitants, on a la place pour s'exprimer. Enfin, ça devrait toujours être le cas en tout cas. On est parti donc on a parti en 2014 sous aucune bannière. On défend des idées de gauche, des valeurs de gauche. On défend l'égalité pour tous, l'accès à l'éducation, le droit de pouvoir vivre une vie qui soit une vie la plus épanouissante possible, quelle que soit son origine, sa religion, son genre, etc., etc. Et on sait qu'on a les moyens de le réaliser. Et cette année, donc, on est parti encore sur la même idée, sans bannière, sauf qu'on partage pas mal de valeurs avec Europe Écologie Les Verts, on partage l'essentiel en fait, et aussi avec la France Insoumise, qui ont décidé de nous rejoindre au second tour. On a été la première force d'opposition sur la liste que j'ai conduite au premier tour. Et les têtes de liste des 2 listes Europe Écologie Les Verts, soutenues par Europe Écologie Les Verts et soutenues par la France Insoumise, ensemble, on a décidé de partir ensemble sur la base d'un programme commun pour essayer de redonner la voix aux Orlysiens. Brahim Messassi, ce qui est intéressant quand on vous écoute, vous parlez de valeurs de gauche. Pourtant, la maire actuelle d'Orly se dit de gauche. Qu'est-ce qui vous différencie finalement ? Il y a plein de choses qui nous différencient. Alors, les mots, c'est vrai qu'on peut tous les utiliser devant un micro, on peut écrire aussi ce qu'on veut, mais ce qui fait la crédibilité, c'est quand même le lien étroit qui est entre les intentions, les paroles et les actions. Quand on dit qu'on est de gauche et qu'on a en plus en son sein, au sein de la majorité actuelle, donc nous on a été dans l'opposition pendant 6 ans, un groupe Parti communiste, un groupe PS, et qu'on prône, je parle pour le Parti communiste, les 32 heures au niveau national de travail hebdomadaire, hebdomadaire, et qu'on fait voter sur Orly le passage aux 37h30 à des agents qui ont, depuis la fin des années 90, qui sont passés avant la loi sur les 35 heures. On n'appelle pas ça très cohérent, effectivement. C'est pas cohérent du tout, ça n'a aucun sens en fait. Ça veut dire qu'en fait, sur des valeurs aussi importantes que le partage du travail et puis aussi la qualité de vie, puisque quand on travaille moins, on a plus de temps pour autre chose, et on sait que les ouvriers s'abîment à la tâche et qu'ils puissent s'abîmer moins pour profiter un peu des enfants et profiter aussi des loisirs ou des passions qu'ils n'ont jamais eu le temps de développer, ou alors pas assez. Ça a du sens quand on dit qu'on mène une politique de gauche. Donc ça, c'est des actes terribles, et qui donnent, qui annihilent l'idée qu'on peut avoir de confiance en ses représentants. Quand on décide de s'augmenter de 20% au premier conseil municipal, celui qui suit le conseil municipal d'installation, où on Vous parlez de la maire actuelle d'Orly. La maire actuelle. Donc ça a été repris par le Canard enchaîné qui parlait de gourmandise municipale, et que ça apparaît nulle part dans le programme pendant la campagne. Symboliquement, c'est très fort, très fort. Mais comment vous expliquez, monsieur Messassi, comment vous expliquez qu'elle est quand même arrivée en tête de ce premier tour? Alors, elle arrive en tête parce qu'en fait, il y a une prime au sortant. Déjà, la différence qu'il y a, qui est fondamentale, vous me posiez la question tout à l'heure, quelle différence entre eux et nous? C'est que nous, personne nous a préparé le terrain. Personne. On n'a pas été coopté, on s'est constitué,
entre nous sur la base de ce qu'on connaît de la ville, sur nos valeurs, sur évidemment nos compétences, parce qu'il y en a énormément des compétences. On a fédéré tout ça, et puis on a fait des propositions très concrètes. Très concrètes. À différence de Madame Jeannaudet, donc elle a hérité du siège, le mot est peut-être un petit peu fort, mais l'ancien maire Gaston Viens en 2014 lui a proposé, puisqu'elle était sur sa liste et qu'elle était adjointe de la mandature, pas celle-là, mais celle qui a précédé, donc il lui a proposé le siège tout de suite, après avoir été élu, un an après avoir été élu. Mais est-ce que finalement, Monsieur Messassi, est-ce que cette période du Covid, qui a été évidemment très particulière pour nous tous, est-ce que ça n'a pas profité au maire sortant, ce qui s'est passé? Complètement. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder autour de nous. Les gens ne sont pas du tout intéressés. Alors, à Orly, on a eu 65% d'abstention. Les 2 tiers des Orlysiens ne sont pas déplacés. C'est énorme. C'est énorme. Quand on a peur, on se repose sur ce qui existe. On n'a pas envie qu'il y ait une fragilité. On joue la sécurité, quoi. Il y a un changement. On joue la sécurité. Donc les gens ne se sont pas déplacés. Il n'y a pas eu que ce phénomène en fait qui a joué pour Madame la maire au premier tour. Quoique son score est vraiment complètement relatif. Je vous rappelle qu'il y a 1600 personnes. On va en parler, pardon Brahim, de te couper parce que j'ai la pub tout de suite. Bon, reste en live en tout cas sur Facebook et on est dans un instant de retour pour découvrir celui qui se propose à vous, Orlésiennes, Orlésiens, dimanche pour le second tour. Ils seront 3 en lice donc pour devenir peut-être le prochain maire d'Orly. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Qui nous écoute et qui nous fera une petite synthèse de cette émission puisse appeler la radio. Il est le bienvenu. Alors Brahim Messassi, donc candidat à Orly, c'est votre deuxième grande expérience politique. On le disait juste avant de lancer la pub, c'est vrai que ça a été bénéfique aux maires sortants, cette histoire du Covid-19, parce que ça leur a permis finalement de continuer de faire campagne. Parce qu'ils étaient au contact des gens, en leur offrant des informations, des services, les accompagnant effectivement, et tout ça, ça laisse des traces. Ça vous fait pas peur, ça, Monsieur Messassi? Pas peur, parce que c'est pas un sentiment qui domine chez moi. Ce qui est inquiétant simplement, c'est que les gens ont d'autres préoccupations aujourd'hui. On leur dit au quotidien qu'après la période de la crise sanitaire, il va y avoir une crise économique terrible. Donc les gens sont plutôt inquiets de ce qui va leur arriver prochainement. On parle d'un mois de septembre, octobre, novembre qui risque d'être très compliqué. Oui, c'est le conseil scientifique qui parle d'une très probable deuxième vague pour l'automne. Et bon, pour revenir sur la question du handicap aux candidats qui se présentent contre les maires déjà en place sur le mandat, c'est évident quand vous distribuez des masques, que vous mettez votre photo avec un petit texte en disant voilà tout ce que la municipalité a fait, etc., pour dire dans le cadre de la campagne, parce que la campagne est très très encadrée, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, il faut qu'il y ait une égalité d'accès aux Orlysiens et de distribution d'informations, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'on n'est pas du tout en capacité, nous, de diffuser de telles informations ou prendre des initiatives telles que celle qu'a prise Madame la maire très récemment, où et là c'est dramatique, en fait, c'est dramatique ce que des élections peuvent faire à des représentants en place, où elle a jugé opportun de distribuer des chèques alimentaires aux familles en famille à un niveau de ressources faible, en les réunissant dans les salons de la mairie. Alors, l'initiative, évidemment, on ne la critique pas, elle est très bien, il faut pouvoir accompagner les gens, mais pas uniquement après que l'épisode du Covid soit passé, et surtout pas en les réunissant tous ensemble. Ça aurait été quand même plus opportun de pouvoir distribuer ces chèques à ces familles, ou travailler en tout cas les difficultés qui sont les leurs de façon anonyme. Qui a envie de se retrouver avec des dizaines de personnes qui savent les uns les autres qu'on est en difficulté financière? Personne, et surtout pas une politique de gauche. C'est presque humiliant, c'est écœurant en tout cas. C'est écœurant, et tout ça pour dire quoi? Regardez, puis en plus vous avez fait passer son poste avec sa photo, là, avec une famille qui est prise en photo dans les salons de la mairie. Au moment où elle vient chercher son chèque qui lui permet d'avoir accès à des denrées alimentaires. C'est dramatique, voilà, c'est dramatique. Et utiliser le Covid et les effets post-Covid à des fins électorales, cette récupération-là, ouais, elle est écœurante. Est-ce que vous étiez, vous, favorable à l'organisation du premier tour dans les conditions où ça a été organisé? Sur le premier tour, en fait, pour dire les choses clairement, nous, on avait hâte que ça se produise. C'est-à-dire qu'on est sur le pont depuis des mois
on travaille, on organise tout ce qui doit être fait, enfin, de façon à ce que on puisse incarner le changement et avec, on va dire, une chance importante dès le premier tour. Quand le président de la République a pris la parole en disant que le conseil scientifique donnait son aval et que du coup il s'estimait que la tenue du premier tour pouvait se réaliser dans les conditions de sécurité sanitaire bonnes, on ne s'est pas trop posé la question. On est vraiment tête dans le guidon avec les élections, donc on allait jusqu'au bout, on a fait campagne jusqu'au bout. Après, la question se pose sur le deuxième tour. Donc, si vous me demandez si c'est pertinent d'organiser le deuxième tour le 28 juin, je vous dis non, pour les raisons qu'on a déjà abordées, c'est-à-dire que les gens sont dans d'autres préoccupations, d'autres inquiétudes. On est tout de suite, on est sur la fin de l'école avec une reprise de la scolarité pour pas mal de gamins. Obligatoire obligatoire depuis aujourd'hui. Donc tout ça, c'est quand même de nature à diluer l'importance du vote, qui est crucial pourtant, puisque une fois que les gens auront voté, c'est pour qui ? Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour pour la toute dernière partie de cette émission de Grand Forum avec Brahim Messassi, candidat non incarté du côté de Orly pour ce deuxième tour qui aura lieu ce dimanche 28 juin, les amis. Les électeurs d'Orly devront choisir un nouveau maire, ou pas d'ailleurs, c'est à eux de choisir, bien entendu. Brahim Messassi, dernière question, pourquoi les Orlésiennes et Orlésiens doivent voter ce dimanche 28 juin Brahim Messassi? Pour plusieurs raisons, parce que on a déjà un conseil municipal qui est vieillissant, avec des élus qui sont en place, le mandat depuis 37 ans. Il n'y a plus d'énergie, qu'on n'a jamais fait la place à celles et ceux qui auraient pu prendre les bonnes décisions, porter les bons projets, qu'on a une situation sociale sur la ville d'Orly qui se dégrade, avec des décisions qui sont prises sans les Orlésiens. Je parle du passage à 35 000 habitants, passer de 22 000 à 35 000, c'est le projet de la municipalité en place, sans concertation sur la ville. C'est terrible, on a une jeunesse, je ne sais pas, vous avez dû voir au niveau de l'actualité là, certains jeunes qui se tirent dessus, qui demandent à être entendus, qui ne le sont pas. Quand on a un niveau de chômage de près de 20% sur Orly, alors qu'on est dans le premier bassin d'emploi du sud de l'Île-de-France et que les entreprises demandent à pouvoir embaucher des gens qui habitent proches des lieux du lieu de travail, on se dit il manque quelque chose. Quand on a aussi une municipalité qui dit que l'écologie c'est un axe important et qui coupe des arbres et qui supprime 12 hectares d'espace vert sur un territoire qui est déjà en train de se densifier de façon très 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 importante, on se dit il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et il ne faut pas laisser le soin aux gens de prendre des décisions pour soi. Il faut se mobiliser et ensemble, on peut changer les choses. On peut retrouver le programme où, Monsieur Messassi? On trouve le programme sur notre site Agir Ensemble. Agir Ensemble pour Orly.fr. 2020.fr, pardon. Juste une dernière chose, c'est la réussite scolaire. Oui. Pardon. Allez-y, réussite scolaire. La réussite scolaire, l'avenir de nos enfants. À Orly, à la différence des territoires des autres villes dans le Val-de-Marne, on a une réussite au brevet des collèges qui est 15 à 20% moins importante qu'ailleurs. On en a marre, nous, des titres où on a des US, des collèges en REP, des territoires, des grands ensembles, des contrats de ville, on n'en veut plus. On veut pouvoir avoir des gens qui ont un niveau de ressources suffisant, qui subviennent à leurs propres moyens, parce qu'ils ont d'abord, ils ont une bonne éducation, puis ensuite, ils ont eu un travail qui leur a plu, qu'ils ont choisi, ou alors un travail qui leur permet en tout cas de payer les factures et qu'ils aient plus besoin des services, de services qui les affublent plein de sigles et d'acronymes là pour dire que c'est des gens qui ont besoin des autres pour vivre. Voilà, on veut que les gens puissent vivre dignement dans une ville où il fait bon vivre. Voilà. Merci Brahim Messassi en tout cas et bonne chance pour ce dimanche. Merci beaucoup Christophe. Restez à l'instant, si vous avez 2 petites secondes, je vais vous présenter un auditeur qui écoute assidûment cette émission tous les jours et qui nous fait une petite synthèse à la fin. Il s'appelle La Belle Histoire qui est avec nous. Je me présente mes excuses à la rédaction si on a 1 minute de retard ou 2. Charles Abbé, ça devrait le faire. On accueille donc La Belle Histoire au téléphone. La Belle Histoire, bonjour. Nabil, Histoire, micro, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Belle Histoire, bonjour. 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 Alors, on fait très vite parce qu'on est très en retard.
Tu as écouté l'émission une nouvelle fois. Aujourd'hui, ça a été assez compliqué. Ça a été très diversifié. Quelle en est la synthèse faite par la belle histoire? Alors, c'est beaucoup de choses, hein. Bien évidemment, on est passé par la politique. Ensuite, on a eu Coach Mehdi. J'ai eu un petit problème technique puisque à un moment donné, je ne vous ai plus entendu, un problème de connexion. Et puis après, il y a eu Brahim Messassi. Ce que je vais vous proposer, c'est tout de suite d'aller. Quand j'ai entendu M. Mohamed Bouhamidi, j'essaie de prononcer le H aspiré hein, pour vous respecter. Monsieur Bouhamidi m'a fait penser, non pas. Alors, vous savez qu'en France, on a le père Fouras. Oui. Oui. Non, nous avons aujourd'hui le père Hirak. Écoutez. On est mort. Ouais. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici le père Hirak. Je voudrais parler de Hirak originaire de l'Algérie, mais je voudrais aussi vous livrer un petit indice. Mon premier est le nom du plus grand acteur français connu dans le monde entier. Ouais. Le second est une éructation buccale lorsque l'on dit Alhamdulillah. Qui est-il? Ah, qui est-il? Le sirop. C'est exactement ce que j'ai besoin, moi, monsieur Mohamed Bouhamidi. Mohamed Bouha le matin, Mohamed Bouha le midi, Mohamed Bouha le soir. Ah, on est mort. On est mort. Une petite focale sur le plan politique. Sur le plan politique, avant, c'est vrai que c'était magnifique les débats à la télévision avec les politiques. Il y avait même une complicité entre les journalistes et les politiques. Ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu en arrière entre deux personnes que j'ai convoquées en direct du paradis, monsieur Yves Mourouzi et monsieur François Mitterrand. Ah. Bonjour. Bienvenue dans cette édition du journal de 13h et tout de suite nous allons recevoir, ça nous intéresse monsieur le Président, nous allons recevoir monsieur le Président Mitterrand. Mais apparemment monsieur le Président, vous êtes un président chébran. Vous savez ce que c'est le chébran? Oh, vous savez, lorsque j'étais enfant, on annonçait déjà les syllabes à l'intérieur du mot, hein. Mais encore une fois, je ne veux pas faire le malin, hein. Tout à fait. Mais je trouve que l'expression est quand même un petit peu dépassée, hein. Vous auriez dû dire câblé. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je voudrais aussi que nous prenions la direction du RPR pour interroger monsieur Jacques Chirac. Monsieur Jacques Chirac, mes chers compatriotes, je voudrais vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Excellent. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français de ce qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur. Pardon, monsieur le Premier ministre. Dernière chose, vous avez sur le plateau, je ne sais pas s'il est encore là, monsieur Brahim Messassi. Et Oui. à l'inverse d'Yves Mourouzi ou d'autres journalistes qui avaient une certaine complicité avec les journalistes et des bons mots qui ressortaient de ces débats, aujourd'hui, on est en mode agressif. On est en mode Jean-Jacques Bourdin, que j'appelle moi de mon côté Jean-Jacques Bourdin, tellement il frappe à la tête des politiques. Voici un petit extrait avec monsieur Brahim Messassi. Dans quelques instants, bien sûr. Avec la petite musique qui va avec. Voilà. On va avoir des problèmes, hein, on va... Bienvenue sur le plateau de Bourdin Direct. Notre invité, après Marine Le Pen le mardi, après Jordan Le Pen le mercredi, Florian Le Pen le jeudi et Robert Ménard le vendredi, je reçois un humaniste, monsieur Brahim Messassi. Brahim Messassi, agir ensemble pour Orly. Brahim Messassi, bonjour. Bonjour. Alors, Brahim Messassi, présentez-vous à l'ensemble du public. Brahim Messassi, j'ai 43 ans. Je souhaite être maire d'Orly.
Eh bien justement, si vous voulez être maire d'Orly, vous allez peut-être me répondre à cette dernière question. À votre avis, combien coûte le prix d'un Orlibus, d'une navette Orlibus? Je sais pas. Eh bien, c'est 7,70 €. Il est quand même incroyable que dans cette époque, nous ne pouvons pas savoir pourquoi vous ne savez pas quel est le prix d'un Orlibus. J'en ai fini là. Bonne nuit les petits. Excellent, merci beaucoup la belle histoire, magnifique. Attention, Merci. je voudrais dire à la décharge de Brahim Messassi qui n'a pas pu s'exprimer que nous, les Orlysiens, on ne peut pas connaître le prix d'un Orlibus parce que quel est l'intérêt d'aller le prendre à Denfert-Rochereau pour aller à Orly alors qu'il est déjà chez nous? On là, s'en fout, enfin. si tu veux devenir maire, faut que tu connaisses le prix, n'est-ce pas? Pas Orly. Pour Roissy, pour Orly, il ne faut pas leur demander le prix du Roissy-Bus et du Orlybus. Non mais il faut me faire le test. La belle histoire, il faut que tu fasses ça en vidéo, ça sera encore plus sympa. Ouais. Hein, hein Ouais. Il peut t'appeler Boyaki pour faire les tests? Pourquoi pas? Bon, très bien. Voilà, c'est bon, il a dit oui, Philippe. Énorme. Bon, on est sur pair en retard. Pardon en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, Pardon aux auditeurs de France Maghreb 2. il n'y a pas de souci, tranquille. Demain, il y aura 2 candidats. Demain, on sera au Kremlin-Bicêtre et on sera à Champigny et on sera avec Gamal Abina. On va un peu parler d'actualité. Mon petit doigt me dit qu'on risque de parler de Sibeth Ndiaye. Je sais pas pourquoi, mais elle a encore dit des conneries. Elle ne fait que ça en ce moment. Rien ne va plus pour Sibeth Ndiaye. À demain pour la suite de l'épisode, pour le LGF évidemment. Merci à Brahim Messassi, merci aux invités. Merci à toute l'équipe technique et au réalisateur, double réalisateur, Boyaki assisté de son assistant Ethan. Salut à tous et à demain. Ciao, à demain. Le Grand Forum avec Christophe Roux